Et par la surexploitation, on a fait tomber des civilisations par rapport à ça. On va garder. Wow! Wow! Ah oui. En fait, c'est fait exprès qu'à chaque fois que c'est avec la mousse, tu dis pas. Les amis, aujourd'hui, je me trouve à la ferme Nuage. C'était une exploitation en vache laitière et qui a la particularité, comme vous le voyez derrière moi, de faire de la glace. Et en ce moment même, je suis en train de faire de la glace. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez voir à quoi ça ressemble mon résultat, parce que je pense que j'en suis pas peu fier. Tout de suite, je vous laisse en belle compagnie, puisqu'on va tout de suite à la rencontre de Pauline et Sylvain. Et donc je suis actuellement avec Pauline et Sylvain. Comment ça va? Bien. Ça va très bien. On a eu un léger petit coup de stress parce qu'il s'est mis à pleuvoir et qu'on attend pas mal de monde sur la ferme ce soir. Peut-être que si vous entendez du bruit, vu qu'on est dans la stabu, il se peut qu'il y ait un petit bruit de pluie qui arrive, quoi. C'est ça, ça peut résonner un peu sur les tôles, mais ça va passer, ça va aller. Ouais. Et là en plus, donc tu me disais que normalement à cette période de la saison, vous êtes sous l'eau complet. Là vous prenez un petit temps pour nous, merci. Avec plaisir. Merci de nous permettre de s'accorder ce temps-là, c'est surtout ça. Ah bah non, alors plaisir partagé, vraiment. Ici, on est sur une ferme de vaches laitières avec de la transformation. Ouais. Essentiellement en glace, on fait d'autres trucs. Que des glaces. Que des glaces. Ouais. Et ça, on le verra en fin de vidéo, puisqu'a priori, tu vas m'apprendre à en faire. Ouais. Je dis tu parce que toi, a priori, tout ce que tu m'as dit, c'est plus les cornets que tu fais, toi. Ouais, c'est ça. Quand on va dire la partie commercialisation, souvent on est à deux et c'est vrai que la répartition, c'est un peu Pauline à la glace et moi au cornet. Dans le binôme, c'est un peu Pauline sur la transfo et moi sur la partie agricole, quoi. On est complémentaires, on va dire. Ouais. Bah du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Racontez-moi un petit peu le background, le parcours, parce que je sais que vous n'êtes pas issus du monde agricole, ni l'un ni l'autre. Et alors, qui commence à se raconter? On va essayer de reprendre un petit peu la trame, le point de départ de tout ça. C'est 2012 où j'étais encore dans mon ancien boulot. J'étais ingénieur dans une carrière de matériaux, gestion de production, maintenance, donc pas du tout dans le monde agricole. Mais avec toujours ce vieux rêve d'enfance qui traînait au coin de la tête, ça a toujours été un milieu qui m'a passionné. Et en 2012, choix d'un changement de vie. Sous l'impulsion de Pauline, je saturais, j'avais besoin de donner un peu de sens à ce que je faisais et d'arrêter de courir après des trucs où je perdais un peu mon âme, quoi. Et donc à l'époque on était jeunes et sans enfants, on est toujours jeunes, hein, mais avec enfants maintenant. Et donc on s'est dit si on veut tenter des choses c'est maintenant. À l'époque j'ai refait un BPREA en formation à distance parce que je voulais pas retourner à l'école, parce que je connaissais les fermes. J'ai pas les parents qui étaient dans le monde agricole, mais quand même des oncles, les tantes, des grands-parents, et donc je connaissais un petit peu le côté, je vais dire bucolique du monde agricole, les moissons quand il fait beau et tout ça, et je voulais me confronter à la réalité. Donc en parallèle du BPREA à distance, l'idée c'était de refaire du salariat, faire le rythme des 4 saisons, voir un peu à quoi ça correspondait. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce qui m'attirait dans l'agricole. Je me suis dirigé vers ce que je connaissais un petit peu, c'était l'élevage, la culture, les fermes un peu typiques de l'Avesnois, donc polyculture, élevage en vache laitière. Parce que tu as grandi en Avesnois. J'ai grandi en Avesnois, ouais. Moi, je suis originaire d'un petit village qui est à 20 km d'ici. Ça s'entend pas, hein? Ça s'entend pas, c'est différent. Ah non, hein? Ah, ça s'entend pas, hein? Parce qu'on salue nos amis de chez Bermerise, ils avaient l'accent hein, l'année dernière. Hein. Ah bah écoute, on est là incognito. Donc c'est ce que tu avais connu dans l'Avesnois déjà, ce genre de... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le parcours qui nous a fait découvrir un petit peu, petit à petit, ce qu'on voulait développer dans l'agriculture et nos affinités, quoi, en fait. Hein. Pauline m'a un peu poussé, parce que moi j'étais dans l'hésitation à me dire j'ai plus de 25 ans, j'ai pas d'études agricoles, je suis pas du milieu. Quelle perte de temps d'aller repartir là-dedans, quoi. Donc comme on était libre à l'époque de toute attache financière et tout ça, c'est à ce moment-là que tu m'as poussé aussi et m'a dit si tu veux le faire, c'est maintenant, quoi. Tu as fait un bilan de compétences où je pense que dans les questions, c'était à quoi tu jouais quand tu étais petit, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit. Je jouais à la ferme, je regardais les tracteurs. Et moi, je le savais déjà parce que je le connaissais. Et donc, ça me paraissait évident. Et je lui ai dit, dans tous les cas, si tu veux tenter, c'est maintenant, en fait. Je savais à quel point ça l'habitait. Donc voilà, et ça ne m'étonne pas que 12 ans plus tard, on en soit là. Parce que ça l'habite jour et nuit, oui. Ah ouais. Ouais, c'est dans les tripes, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et alors du coup, tu décides de faire du salariat en parallèle de ton BPREA à distance, c'est ça? Et alors, chez qui tu fais ça? Dans quel type de ferme? Du coup, je suis originaire de l'Avesnois, mais l'Avesnois, c'est quand même un territoire un peu étendu. Donc, on n'était pas du tout du territoire Solrézy où on est maintenant. Le hasard a fait que je me suis retrouvé salarié dans 2 fermes qu'on peut voir d'ici des fenêtres, quoi, en gros. Le projet n'était pas du tout ce qu'on développe maintenant. C'est-à-dire qu'une des 2 fermes, par exemple, sur la période où j'étais là, ça a été monter un bâtiment logette intégrale pour faire du zéro pâturage et des bêtes qui sortent plus du tout pâturées, quoi. Ah ouais. Et moi, en parallèle de tout ça, je m'intéressais de plus en plus à l'herbe. Donc j'ai passé une super expérience là-bas et la conclusion c'était un peu merci pour tout ce que vous m'avez appris et je vois aussi ce que je veux pas faire.
quoi. Même avant ça, on était quand même des amoureux de notre coin et on s'est toujours dit ça serait quand même chouette de faire quelque chose pour ce territoire qui est cool. L'Avesnois, c'est beau. On passait notre temps le week-end à se promener, à rêvasser dans les petits chemins et à se dire on n'a pas envie simplement de venir y dormir le soir et d'être un peu en cité dortoir quoi, et d'aller bosser dans les grandes villes, Lille et compagnie, comme c'est souvent le cas. Mais on aimerait bien bosser sur place, quoi. Il y avait ce côté un petit peu, la fibre entrepreneuriale qui était là et l'envie de faire quelque chose ensemble dans ce beau paysage, quoi. C'était un peu ça aussi. Premier salariat dans cette ferme et tu m'as parlé de deux ouais, fermes. Et donc j'avais un deuxième mi-temps en parallèle qui était dans la ferme voisine. Pareil, un élevage assez conventionnel avec des vaches qui pâturaient un petit peu, mais un système assez classique pour le secteur, maïs, ensilage et compagnie, quoi. Donc voilà. En parallèle de ça, on a creusé un premier projet d'installation parce que j'avais fait un stage dans une première ferme. J'avais choisi mon lieu de stage parce que il y avait quand même une affinité déjà pour l'herbe qui se dessinait, le pâturage. Et c'était une ferme qui était cédée en élevage conventionnel avec beaucoup de champs labourés, mais tout était autour du corps de ferme. Et on trouvait que c'était quand même un super support pour dire bah tiens, redévelopper l'herbe, faire du pâturage. Et c'est là que Pauline a commencé un petit peu à s'intéresser à la glace. Bah là du coup tu me fais une transition toute trouvée pour qu'on voit le parcours un petit peu de Pauline. Mais juste avant que je te demande un petit peu ton historique à toi, je trouve ça déjà très marrant de se dire que tu fais 2 salariats dans 2 fermes conventionnelles. Tu as fait un BPRA à distance et tu t'es lancé dans autre chose sans l'avoir vu de tes propres yeux. Exactement. Ça, c'est marrant. On va aller voir plus loin parce que j'ai l'impression que tout ça est lié aussi à l'histoire de Pauline. Donc, Pauline, avant de faire des glaces, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, écoute, donc en 2012, j'étais salariée, mais moi, je bossais déjà aussi dans l'Avesnois en tant que salariée, comme Sylvain. Je bossais dans la com parce que j'ai une formation en com à la base. Et donc, j'ai bossé au Parc naturel régional de l'Avesnois et après à l'Écomusée de l'Avesnois, qui est un réseau de 4 musées, voilà. Ah oui, donc effectivement, vous aimez l'Avesnois. Ouais. Il y a aussi, tu vois, l'évolution perso dans tout ça. Pour moi, on a cherché d'abord à reprendre une ferme avec le stage, avec voilà, différentes recherches. On ne nous prenait pas au sérieux, en tout cas, c'est ce que nous, on a ressenti et ce que je comprends tout à fait aussi. Mais en gros, on n'a pas trouvé l'endroit où vraiment les gens ont cru en nous à ce moment-là. On n'avait pas forcément la crédibilité, en fait, on s'en rendait pas forcément compte. Mais je me souviens d'un moment où on s'est dit, mais c'est pas grave, en fait, si on veut pas nous remettre une ferme, on va en créer une. Non, parce que attends, là tu parles de crédibilité, mais justement, moi là j'ai pas compris. Tu fais du salariat, à quel moment toi tu vrilles aussi? Parce que lui il a vrillé, on a compris pourquoi. Toi, si t'es dans la com, j'imagine t'as fait ton master 2, com, nanana. Enfin, a priori, dans le monde dans lequel on vit, t'es en plein dans les clous de ce qu'on a envie de voir. Et c'est exactement ça, j'étais dans les clous, j'étais sur les rails, j'avais un CDI, j'avais le bac plus 5, voilà, c'était parfait. Sauf qu'effectivement, il y a un moment où ça a vrillé. Peut-être parce qu'on est tous les deux vraiment à la recherche de sens et de ce qui se cache dans nos tripes et qu'il y a aussi un côté développement personnel aussi dans tout ça. Et j'ai suivi le parcours de Sylvain et donc je me rendais bien compte qu'il fallait qu'on reprenne une ferme. Enfin, si vraiment il voulait un terrain de jeu pour s'éclater et que ça allait pas être juste un boulot pour Sylvain, c'était un projet de vie dans sa globalité. Et donc, premier support potentiel, il y a du lait, bah moi je vais faire des glaces quoi. Enfin, ce qui m'éclate c'est d'en faire des glaces, on va en faire quelque chose de ce lait quoi. Ça s'est pas fait là, mais c'est pas grave. En fait, à chaque fois, on visitait des fermes et on imaginait des choses, mais quand même les glaces c'était un sujet qui m'intéressait. Jusqu'au moment où quand on s'est dit on va créer notre ferme, on avait déjà des petits moutons de Ouessant dans la pelouse parce qu'ils servaient de tondeuse. On avait 3 moutons de Ouessant et Sylvain faisait déjà du pâturage tournant sur des petits carrés. En fait, on s'est un peu cassé les dents donc, sur ce premier projet de reprise, là où j'ai fait mon stage. Ah, parce que j'ai pas compris. Vous avez vraiment essayé de reprendre la ferme où tu as fait ton stage. Donc, la ferme où, là, pour le coup, au niveau crédibilité, c'était facile. On est rentré dans cette ferme-là par la porte du stage, donc on a créé un lien avec les potentiels cédants. Le feeling est bien passé, le support nous intéressait et on s'est dit, banco, on étudie ce projet-là à fond, quoi. Et donc pendant plus d'1 an, on a été sur ce projet-là avec toutes les démarches, le démarrage du PPP pour moi, le parcours à l'installation, le financement au niveau des banques et tout ça, tout ce qu'il faut pour être, on va dire, dans le cadre. Sauf que, arrivé 1 an plus tard, donc c'était quand même bien avancé et puis il y a eu de la surenchère. À un moment donné, on n'était pas les seuls sur le coup. Et nous, on a choisi de se fixer une limite et de ne pas aller plus haut, quoi. Mais à ce moment-là, grosse douche froide pour nous. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça, en me disant, on a mis 1 an et demi à créer quelque chose, créer une relation, et là, redémarrage à zéro. Moi, j'approche de la trentaine tout doucement à l'époque, et je me dis, en fait, ça va être compliqué, et j'y croyais moins, quoi. Et en fait, en parallèle de ça, donc on était encore locataire, on n'était pas attaché à un lieu bien précis. En parallèle de ça, le corps de ferme de mes grands-parents a été mis en vente à l'époque. Qui n'était plus une ferme, qui était juste une habitation. Bien corps de ferme, et en fait, c'était
c'était une maison où il y avait tout à refaire. On s'est dit, on va reprendre cette maison-là, j'ai un côté un peu bricoleur et tout ça. Ça va aller, en 2 ans on fait les travaux, nickel. Et ça nous fait un premier projet pour cette énergie-là qu'on avait envie d'être dans le faire en fait. Parce qu'il y a un côté qui nous anime aussi en parallèle de l'agricole, c'est le côté patrimoine bâti, qui fait aussi partie pour nous du monde agricole. Mais voilà, donc on s'est dit, on va retaper cette maison-là, ça va aller vite en 2 ans et puis on s'en va quand on aura trouvé notre ferme, quoi. Sauf que quand on commence des travaux, surtout quand on n'est pas expert dans tout ça, on se rend compte que le temps il est un peu glissant. Et qu'on a décidé finalement de faire notre premier projet agricole sur place. À l'époque des travaux, on n'avait pas le temps de s'occuper du terrain, donc on s'est dit on va mettre des moutons, 3 moutons d'Ouessant. Et de là, en parallèle, moi je lisais beaucoup, j'ai commencé à m'intéresser aux livres d'André Pochon qu'on avait été voir en Bretagne, avec la prairie temporaire et tout ça. Donc il y avait vraiment une vraie affinité pour l'herbe qui commençait à naître. Et donc 3 moutons, je me suis dit tiens, je vais découper, voir les temps de repousse et tout ça. Et sur 500 mètres carrés, on a commencé à faire du pâturage tournant, quoi. C'était notre premier champ d'expérimentation. Et c'est de là où on s'est dit, si on ne peut pas trouver une ferme facilement, on va la créer chez nous. Mais voilà. Ça s'est fait petit à petit parce oui, qu'au début, les brebis, on n'y pensait même pas parce que nous, on était dans une région où du lait de brebis, on n'avait même pas en fait. Il y avait des brebis en viande, mais voilà, on n'imaginait même pas. Il y avait des chèvres, de plus en plus de fromage de chèvre, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas, on s'est dit, mais en fait, parce qu'on se rendait bien compte qu'au niveau du foncier, ça allait être compliqué. On allait avoir forcément peu de foncier, des petits bâtiments. On s'est dit, il faut des petits animaux. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'hésitation entre chèvre et brebis. Mais en fait, vu que l'affinité pour l'herbe naissait de plus en plus, il y avait ce côté, la chèvre, c'est pas l'animal pâturant par excellence. Plutôt on dit l'animal qui a la tête en l'air et qui prend de la broussaille et compagnie. Et en fait on s'est dit la brebis là par contre ça colle, quoi. Et de là brebis, mais brebis viande, il faut beaucoup de surface, machin et tout. Et pourquoi pas brebis laitière. Donc, on est allé en voir en Belgique des éleveurs de brebis laitières et on a goûté de la glace au lait de brebis. Aussi. Et du coup, moi je me suis dit, en fait, la glace, on peut aussi la faire au lait de brebis. Et en me renseignant, c'était même super chouette de faire de la glace au lait de brebis parce que c'est encore plus riche, c'est hyper intéressant dans sa composition, tout ça, parce que de la glace, c'est vraiment de la chimie, de la technologie de la glace. Enfin bref, je me suis rendu compte que le lait de brebis, génial pour transformer en glace. Et de toute façon, on n'avait pas le choix, on était obligé de transformer parce qu'il n'y a pas du tout de collecte de lait de brebis ou quoi que ce soit dans le coin. En termes de valeur ajoutée, la glace, vu qu'on allait avoir peu de lait au départ, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant. Puis en fait, ça s'est fait comme ça petit à petit. On a eu les enfants aussi en parallèle, mais j'ai été 2 jours en Alpes de Haute-Provence parce que je me souviens que Sylvain m'a suivi avec le bébé parce que je devais l'allaiter pendant la formation. Bref. Et pour apprendre vraiment les bases de la glace, parce qu'en agricole, tu n'as pas besoin d'un CAP glacier, quoi. Tu peux faire de la glace sans le CAP. Et après, j'ai travaillé beaucoup de mon côté dans mes tableaux, tout ça pour trouver mes ratios, parce qu'il fallait que quand le lait allait sortir, on soit tout de suite opérationnel et que le peu de lait qu'on ait, on fasse pas des gâchis dans les tests, quoi. On le transforme et que les recettes elles soient nickel. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'avant cette ferme, vous vous étiez déjà installé avec des brebis en transformation de glace avec du lait de brebis. Ouais. Vous avez eu cette expérience-là? C'est ça. Ouais. Officiellement, notre aventure agricole, moi je me suis installé en avril 2016, à l'époque, avec 10 brebis. Et donc, au niveau de la MSE, ils étaient perdus puisqu'ils n'avaient aucune référence. On n'était même pas 10 brebis. Ouais. 10 brebis, on n'était même pas cotisants solidaires. On était en coup de seuil minimum. Et nous, un collectionneur à la limite. Notre projet, c'était de dire, non, mais vous en faites pas, on a 10 brebis, on va faire vivre notre famille avec ça, quoi. Non. Et donc l'idée c'était de se dire ok, la glace c'est de la valeur ajoutée, mais si on veut vraiment de la valeur ajoutée, il faut aller jusqu'au client final, c'est-à-dire c'est vendre à la boule. Et on s'est dit banco, on va faire un food truck et puis on part sur les marchés. Et donc on a démarré avec 10 brebis qu'on trayait à la main dans les pâtures. Donc de 3 moutons d'Ouessant, on est passé à 10 brebis laitières avec les petits rayons qu'on trayait dans mon petit bol inox, comme en montagne, en parallèle des travaux de la maison. Et donc on a choisi vraiment de faire toutes les marches de l'escalier, j'ai envie de dire. Et puis on n'avait pas avec le un peu choix d'inconscience, parce que quand on parlait aux gens de glace au lait de brebis, franchement il fallait voir leur tête. Vu que déjà le lait de brebis c'est pas connu ici, les gens ils faisaient une grimace, ils avaient l'impression d'un truc au fromage qui avait la consistance glace. Donc dans tous les cas le produit fallait qu'on le fasse goûter avant parce que même si on avait sorti les pots dès la première année, on nous prenait vraiment trop pour des bizarres. C'était pas possible. Et il y avait quelque chose qui nous habitait aussi en parallèle de ça, avec je pense aussi la naissance des enfants et tout ça, c'était cette idée de plus en plus de rentrer dans une démarche écologique, quoi. Faire quelque chose qui a du sens et éviter de partir dans des circuits longs et compagnie. Et en fait la transformation en vente directe, ça devenait un peu une évidence aussi en parallèle de ça, quoi. Le fait de démarrer petit, c'était se dire ok, on se connaît pas dans ce projet agricole, on se rend compte qu'on avait fait beaucoup de visites de ferme, à chaque fois on voyait une idée à gauche, à droite.
droite et on s'est rendu compte qu'en fait on trouverait jamais notre double parce que on est tous uniques quoi. Et que nous on était en train aussi en pleine mouvance, chacun de son côté et ensemble. Et en fait du coup l'agricole c'était une feuille blanche qui commençait à se dessiner, mais le dessin on savait pas ce que ça allait donner. Et en fait on s'est dit si on démarre petit, ça veut dire pas d'investissement et ça veut dire une grande réversibilité quoi. À chaque fois c'était ok on essaye, mais un peu comme on met un pied dans l'eau, si elle est trop froide on n'y va pas quoi. On a cru faire ça, mais plus on y a été, plus on s'est fait happer par le truc parce qu'en fait on s'est dit en fait ça marche, les gens nous demandent de la glace. Il a pris de l'ampleur tout de suite. Comme les gens goûtaient et qu'ils étaient hyper sceptiques, du coup quand ils se rendaient compte que c'était bon, ça faisait l'effet inverse quoi. Le bouche à oreille, ah ouais non mais je croyais que c'était vraiment pas bon, mais en fait c'est délicieux. Mais t'as jamais goûté la glace de brebis, mais faut que tu le goûtes, c'est incroyable. C'est ça. Donc le bouche à oreille il a été exponentiel, la première manifestation, mais... La première manifestation, il y a de la famille qui était là pour nous soutenir et tout ça. Et je me souviens bien, ils passent à 11h du matin, ils voient qu'il y a un peu la queue devant le camion, donc ils disent ils sont sympas avec nous, on va aller vous chercher à manger quoi. Ils vont nous chercher l'américain frites, voilà le repas typique d'ici, ce qui nous va bien pour le dimanche. Donc je les vois poser le plateau à l'arrière du camion en disant voilà, et nous trop contents, merci, on verra ça après quoi. Et on a mangé nos frites froides à 22h quoi. Non-stop et première manifestation. Sur la première sortie officielle avec nos glaces et un super accueil et de là on s'est dit ça n'a jamais arrêté. Cette queue n'a jamais arrêté. Je veux dire le revers de la médaille de ce côté-là, c'était côté commercialisation, il devenait très prenant et c'était cool. Mais du coup la partie agricole, il fallait la faire un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais par exemple quand on était en manifestation le week-end, il fallait aller. On était déjà sur un système monotraite, mais il fallait aller traire le matin à 5h pour être dispo à 8h. Et ça veut dire du week-end on met pas les mains dans la ferme. Et donc tu reviens, t'es rincé d'une manifestation le lundi, il faut ranger tout le camion, faire l'inventaire des stocks, reproduire et tout, et en même temps rattraper un petit peu le retard que tu as pris sur la partie agricole. Et préparer la manifestation qui suit. C'est ça, et on vendait en fait la première année, sur 6 mois de temps, on a fait 80 sorties sur la partie estivale. Et donc moi j'ai touché mes limites vraiment physiques en me disant dans ce projet-là en fait, c'est un truc qui m'habitait, mais je suis en train de me perdre et de m'éteindre. Tout ce que je fais ça devient une contrainte, je suis en permanence fatigué. Et c'était que du système D, le côté autofinancement c'est bien, mais ça voulait dire qu'on travaillait avec le petit tracteur de mon grand-père des années 60 et compagnie, donc tout à petite échelle. Les foins en petits ballots, alors c'était super, c'était vraiment bucolique, c'était l'image sympa, ouais. Mais en fait c'est cool quand tu le fais comme ça une fois pour les vacances, quoi, une expérience, mais quand tu le vis au quotidien, les annulages en plein air, à 3 km de chez nous, donc voilà, se lever la nuit et tout. Donc au bout d'un moment, moi j'ai commencé à m'éteindre tout doucement. Et on a réussi à prendre un peu de recul sur tout ça et à se dire en fait, on sait ce qu'on veut faire et maintenant on a envie de le faire de manière professionnelle. C'est-à-dire que, entre guillemets, on veut être fermier, on veut être agriculteur, et prenons une ferme quoi. Arrêtons de le faire sur des lieux comme ça où on doit prendre les animaux d'un point à un point. C'est ça. Et donc de là, en fait, c'était en fin 2017 où on a eu vraiment... 2017, c'était une année un peu dure pour moi. Et donc, hiver 2017, on a commencé à refaire des visites de ferme. Attends, moi je vais vous couper parce que là, vous vous déroulez tout seul. Déjà, la première chose, est-ce qu'on peut rassurer les gens? Depuis tout à l'heure, vous dites, on fait cette manifestation, on prépare la prochaine manifestation. On est d'accord, vous n'allez pas que sur des manifs où les gens se tapent avec des CRS. Alors, c'est des événements, on est d'accord. Quand on appelle manifestation, c'est une foire festive, quoi. On est voilà. C'est des fêtes, ouais. On n'est pas obligé de se prendre des flashballs dans la gueule et de manger une glace à la brebis en même temps. Ouais. On n'est pas le glacier officiel d'un mouvement syndicaliste ou autre, non, c'est pas ça. Même si vous le faites aussi, j'imagine. Aussi, mais ça n'arrête. C'est pas lié à la glace. Ok, ça c'est la première chose pour rassurer l'audience. La seconde chose, donc tu dis de 2012 à 2017, que là où ça devient très difficile, là que vous commencez à chercher d'autres choses. Moi, je veux juste qu'on termine là sur ces 2 années, c'est ça qui m'intéresse avant qu'on parle d'ici. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, ça a duré que de 2016 à 2018, 100% glace brebis. Ouais. 100% glace brebis, exact. Voilà, c'était juste ça que je voulais savoir. C'est ça. Si vous avez fait 2 ans de glace à brebis avant que tu t'épuises et que vous trouviez ce lieu. Ouais, et que du coup, on travaille aussi un peu sur ce lieu en 2019. Et donc, de 2016 à 2018, vous travaillez avec seulement 10 brebis. Non. Non, ça a augmenté. 10 brebis, on arrive à 30 brebis et de la traite à la main la première année. La deuxième année, on avait été recherché en Savoie avec mon beau-père. On a fait l'aller-retour en une nuit, là, aller chercher une salle de traite artisanale mobile. Parce que c'était entre 2 traites. Comme c'était la traite à la main, je ne pouvais pas me faire remplacer non plus. Donc c'était on y va et on revient, quoi. Non. Et notre camion, on l'a acheté pour la petite aparté. C'était une vente aux enchères sur l'île de Léron. T'étais en Blablacar le chercher. Voilà, c'était le commissaire priseur qui nous appelle en disant vous avez remporté l'enchère, par contre il est garé devant la boucherie, il y a le marché vendredi, il faut qu'il soit libéré
libérer. Ça, c'était le mercredi, quoi. Et donc, Ouais, c'était l'aventure. Et on est un petit peu... Et c'est encore comme ça. Mais bon. C'est vrai que, alors c'est quelque chose que des fois qui nous perd et qui nous épuise, mais en fait on aime bien aussi ce côté un peu aventure et on a moins de temps maintenant de voyager et tout, donc de la vivre l'aventure, donc on la vit dans notre parcours agricole aussi, quoi. On aime bien et on est un peu inconscient, on se rend pas compte quand on fait les choses, quoi. Ouais, volontairement passer, inconscient. Et alors, juste pour savoir, pour que vous ayez pu faire des investissements comme ça pour la deuxième année, c'est-à-dire que dès la première année, vous faites un chiffre d'affaires de combien avec seulement 10 brebis? Comme ça. Sans réussir à te donner des chiffres précis, moi ce que je peux te dire, c'est qu'on a réussi à vivre en famille et à faire les travaux de notre maison en même temps. Parce que la maison, il y avait tout à faire et du coup, on a tout refait de A à Z aussi en même temps, juste avec cette rentrée d'argent-là, quoi. En parallèle, on a fait le choix d'épurer un peu tout ça et de se passer tout ce qui était superflu, quoi. Donc, par exemple, pendant 2 ans, notre véhicule principal, c'était ma première voiture, c'était une 4L que j'avais retapée. Et donc, on roulait en famille à 4 avec nos 2 enfants, avec notre 4L des années 80. Pour nous, c'était OK, quoi. Mais donc, du coup, le revenu de la ferme, en plus, ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas d'autre emprunt sur le dos que celui de la maison. Donc, tout ce qui rentrait, c'était du bénéf, quoi. Parce qu'on était parti sur un système de base, on avait commencé à capter un peu que dans le monde agricole, on bossait malheureusement beaucoup pour les autres et peu pour soi. Et nous, on s'était dit, l'idée de travailler sur l'herbe et en autonomie, surtout sur un élevage plein air intégral, c'est on part pas forcément sur la productivité, mais plutôt sur l'efficacité, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un lait 100% herbagé, on cale, avec les agnelages, c'était facile, on cale les agnelages sur la date de pousse de l'herbe, donc comme ça, tout ce qui rentre, c'est du bénéf. Et donc, en gros, dès la première année, comme dit Pauline, pour te donner un ordre d'idée, sur la maison, on a fait... C'était une maison qu'on a dû acheter dans les 80 000 €. On a fait plus de 100 000 € de travaux et ça a été en grande partie financé par notre activité agricole avec nos brebis, quoi. Donc en fait, tout le monde nous disait on ne peut pas vivre avec 10 brebis. C'est vrai si on a 50 000 € d'annuité à rembourser tous les ans, mais en fait si on a 0 annuité, si on fait, j'en sais rien, je vais te dire une connerie parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais si on fait 30 000 € de chiffre d'affaires et que c'est quasiment du résultat, 30 000 € c'est déjà ça, quoi. Surtout si on fait beaucoup soi-même, quoi. Et ça c'est un message que j'essaie beaucoup de faire passer, de dire on entend beaucoup, on peut plus vivre avec 20 vaches, avec 10 vaches, mais en fait on peut tout à partir du moment où on choisit de pas se mettre trop la corde au cou avec l'investissement, quoi. Si on tombe sur un corps de ferme ou sur quelque chose qui a un prix cohérent avec la production qu'on veut faire, le peu de rentrée d'argent devient du résultat très vite, quoi. Si on se perd pas dans le côté surinvestissement et compagnie, quoi. Avec aussi, je me regarde aussi et je donne l'autre côté encore une fois, l'autre côté de la médaille, c'est de dire, ok, nous on a fait ça, ça voulait dire sans équipement, sans rien du tout, et donc tout en système D à la force des bras, et en fait c'est aussi épuisant, quoi. Nous on a fait ce premier parcours et on a quand même choisi de reprendre une ferme avec un gros investissement après pour le coup. Tout en gardant en tête ce côté autonomie, le moins de dépendance au système possible, mais avec quand même maintenant des annuités sur le dos, voilà. Donc on a quand même fait le choix de passer dans quelque chose de différent, quoi. Ok. Là, on a bien compris la partie brebis. Maintenant, on reprend l'histoire. Comment on arrive là? On cherche une ferme, déjà encore quand on était dans les années brebis, quoi, mais on sent bien qu'il faut qu'on trouve une autre ferme. On regarde un peu les fermes à remettre dans la Vénois. Désolée, là, elle bug parce qu'il y a l'orage qui arrive. Là, il y a la tente qui s'envole devant les yeux. La tente qui s'envole devant tes yeux, d'accord. C'est la vôtre? Non. Bon, c'est pas grave. Et voilà, on a connaissance des fermes à remettre à droite à gauche. Il y en a une, on sait que la configuration colle pas pile poil à notre recherche, mais moi je dis souvent à Sylvain que c'est dans le mouvement que les choses là, se le toilette sèche font. qui s'envole, c'est le vôtre ou pas? Salut. Ah, il y a quelqu'un dedans. Et du coup, on décide d'aller voir cette ferme. Et en allant voir cette ferme, justement, on passe devant celle-ci. Et là, Sylvain me dit « Ah, mais là, c'est une ferme qui est à remettre. Je le sais, il va être à la retraite, tout ça. » Donc, le cédant était là. Sa maman venait de décéder. Elle habitait sur la ferme. Et du coup, lui, il réfléchissait sérieusement à remettre la ferme et à trouver quelqu'un. Et bon, il y avait déjà 2 couples qui étaient a priori sur le coup. Donc, c'était plus ou moins fait. Mais quoi, vous avez sonné ici ou vous êtes complètement. Passé... Ah ouais, En fait, on est passé un samedi matin. On allait visiter la ferme qui était connue dans les réseaux, qui était à remettre. On est sorti de cette ferme-là en sachant que c'était pas quelque chose qui nous correspondait. Et on s'est dit, mais en fait, la ferme devant laquelle on est passé, il faut qu'on y retourne, quoi. Et donc, le lundi matin, on est venu, et on est rentré dans la cour, on a cherché, on a vu de la lumière, en gros, et on a vu Jacques, notre cédant, qui était là, sur la table d'alimentation, en train de nourrir ses vaches. Et on s'est présenté comme ça en disant, bonjour, on fait des glaces au lait de brebis, on cherche un lieu, est-ce que vous êtes bientôt en retraite? Pourquoi pas votre ferme, elle nous plaît, comme ça? Donc, il avait déjà des candidats, tout ça. Mais après, on correspondait aux critères qu'il recherchait parce qu'il voulait que ce soit en bio. C'était déjà en bio. Il voulait des jeunes installés et qu'on garde les haies. C'était des conditions déjà qu'on se mettait, même plus, parce que même, enfin, des haies, oui, il les gardait. Pouvoir même planter plus
plus. Enfin, voilà, on visait même plus haut que ces conditions-là. Mais il a quand même fallu de février jusqu'à décembre, parce que c'était la veille de Noël où il nous a dit que c'était nous qui voyions sur cette ferme. Donc il a fallu quasiment encore 1 an pour construire cette relation-là et avoir une relation de confiance avec le cédant et que lui il dise ouais en fait c'est vous que je vois ici quoi. Ah ouais. Et du coup pendant toute cette année on continue avec les brebis. Ouais. On continue avec les brebis et là par contre la condition c'était ok c'est vous, par contre il y a ce besoin d'assurer la traite et ça permet de faire une transition progressive. Simplement nous notre lieu de vie il était à 25 km d'ici donc c'était 2 traites par jour donc alors c'était un boulot salarié hein, donc il y avait quand même une rémunération face à la traite mais ça voulait dire qu'il fallait que je vienne 25 km aller-retour matin, 25 km aller-retour le soir, continuer à s'occuper des animaux sur place parce qu'on les conservait, finir les travaux de la maison parce que là ça commençait à urger pour terminer ici et donc ça voulait dire faire 100 km par jour en parallèle de tout ça. Donc là c'était un choix et on s'est dit ok on le fait parce que c'est le moyen d'accéder à la ferme. D'accord. Et donc ça c'est à partir de décembre 2018 et l'installation... C'est la 4L qui faisait les allers-retours Non, alors du coup justement c'était à l'époque là aussi choix de sobriété, se dire ok il faut faire les allers-retours 100 bandes par jour, comment on peut faire ça de manière la plus écolo possible et du coup je regarde un peu... Tu t'es mis au vélo et tu as des quadriceps énormes aujourd'hui. Alors c'était pas suffisamment efficace donc j'ai regardé les petites motos de coursiers des Parisiens, les trucs fiables, les chameaux quoi et donc je suis tombé sur les petites 125 à l'époque et donc c'était pendant 1 an les allers-retours en 125. Du coup, tu faisais 100 km par jour et il y avait donc ici la traite à gérer et le troupeau encore. On avait des brebis, mais on t'a pas encore dit qu'à ce moment-là, on avait aussi des aubracs. Non, tu ne l'as pas encore dit ça. Ça. Pas dit. Non. Parce qu'elles étaient complémentaires au pâturage. En fait, c'était intéressant d'avoir à la fois les brebis et les aubracs. Et il y avait tout ce petit monde encore à s'occuper aussi, quoi. Bien sûr. Et là, il pleut vraiment. Et on en était où oui, parce que du coup, il y a eu une grosse drache, les caméras ont pris la pluie. On a fait une petite coupure pub et on reprend tout de suite. Et donc du coup, tu fais tes petits allers-retours. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous faites les traites des brebis plus les 2 traites par jour ici. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on se dit on fait les 2 traites ici, donc il faut faire des choix chez nous. Les brebis étaient pleines pour redémarrer la saison. Et là, on s'est dit ça va pas être jouable. Je vais pas pouvoir traire 3 fois par jour à 25 km comme ça. Donc on s'est dit on suspend la fabrication des glaces, on suspend la transformation et on fait de l'allaitant. C'est-à-dire on laisse les agneaux sous les mers. Comme ça, le troupeau est là et on continue à s'en occuper, toujours en pâturage tournant, les brebis plus les vaches, donc tous les jours aller les changer quand même. Je me vois pas faire autrement que changer tous les jours de parcelle. On passe l'année et on ramène tout le monde ici, on redémarre tranquillement en janvier 2020. C'était ça la projection. Quand vous avez commencé là, sur la première maison, vous avez retapé où vous aviez les brebis en même temps, les 30 brebis en pâturage tournant, ça prenait quelle superficie? Et ici, vous êtes passé sur une ferme qui a quelle taille? On avait la possibilité d'accéder à 1 hectare de terrain avec la maison. C'était pas suffisant pour démarrer de l'élevage. Et donc, on a trouvé une solution d'éco-pâturage avec une entreprise qui était pas loin de chez nous. On avait 8 hectares là-bas sur place. Donc, on était sur un petit, allez, je vais dire un petit 9 hectares en sachant que c'était beaucoup de la friche industrielle, ce qu'on appelle des merlons. Donc, ça entourait le site industriel. C'était vraiment une agriculture un peu de montagne, quoi. C'était vallonné, on pouvait pas y aller en tracteur. C'était en friche depuis des années. C'est comme ça que les aubracs sont arrivés parce qu'en fait les brebis laitières c'était bien mais c'est fait pour manger de l'herbe quoi. Donc on avait une super tondeuse, il nous manquait la débroussailleuse et la débroussailleuse c'était les aubracs. Les aubracs, elles arrivent parce qu'on a besoin d'une débroussailleuse en plus d'une tondeuse. Voilà, elles arrivent pour ça, à la fois pour la contrainte accessibilité, des terrains fort vallonnés, donc pas de mécanisation possible. Toujours cette affinité du pâturage qui commence à grandir, et là ça commence à muter un peu en recherche de fertilité, comment faire du sol, quoi. Donc le pâturage, c'est cool pour faire du sol, simplement qu'on a le bon animal au bon endroit. J'ai commencé à voir les animaux à ce moment-là comme un outil, pas dans le sens péjoratif du terme, mais un jardinier classique, il va pas faire son jardin avec une bêche, il a une bêche, un râteau, un truc pour émietter, machin et tout ça. Et donc de là je me suis dit, il faut commencer à raisonner différemment. Je peux pas envoyer mes brebis laitières dans de la friche, ça fera pas du bon boulot, c'est pas les respecter, ça fera pas de production. Donc de fil en aiguille, les aubracs, on s'est dit, une race rustique, on est en plein air, c'est capable de bien vivre dehors, c'est capable de manger du fourrage grossier et quand même de rester en état. Ça correspondait à une affinité que j'avais avec le bovin aussi, moi c'est toujours un animal qui m'a plu. Je retrouvais un peu cette affinité, l'animal de l'enfance, quoi, et que j'avais aussi connu dans le salariat. Donc les aubracs sont arrivés comme ça. Ouais. Okay. Et là, vous me dites si je me trompe, parce que je suis pas trop dans le milieu de l'élevage, mais bon, je commence à traîner avec pas mal d'éleveurs et d'éleveuses. Les aubracs, c'est juste de la vache à viande normalement. Exact. Vous en faites pas de la glace de l'aubrac? Non, là à l'époque c'était pas pour les traire, parce qu'on est toujours sur notre site, sans bâtiment et tout ça, et donc c'est simplement des animaux complémentaires aux brebis. Donc il y a eu plusieurs versions, soit elles suivaient, soit elles passaient avant, quand ça a repoussé, voilà. Elles étaient complémentaires au pâturage, mais c'était vraiment dans une optique, j'ai envie de dire, utilitaire, c'est-à-dire un animal
adapté à un milieu pour le rendre plus fertile. Et de là, la conséquence, c'était que forcément, une vache qui grandit, il y a la viande à un moment donné, mais qui est plus un sous-produit. On ne recherchait pas une production complémentaire à ce moment-là. C'était une approche vraiment, j'ai envie de dire, terroir, dans le sens, on a un site, il est comme ça, comment on peut le valoriser au mieux. Souvent, on achète une débroussailleuse et on passe notre temps à faire les orties, à faire se décomposer au sol, et souvent on le fait avec des animaux. Alors on essaie de raccrocher un petit peu les wagons, parce que vraiment, vos projets, c'est parti dans tous les sens. Hein. Ouais. Mais avec toujours un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est de vivre avec du sens. Et de plus en plus, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur aussi, enfin j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais c'est aussi, au début on est tout feu tout flamme dans l'euphorie du projet et on voit que le projet, enfin voilà, le projet qui se dessine. Et nous on est dedans mais on s'en rend à peine compte. Mais de plus en plus d'année en année, on se rend compte que nous, variables dans ce projet, il faut aussi se préserver. Et si on veut qu'on soit durable, il faut aussi bien prendre en compte ça, parce que le projet à Saint-Rémy, tout ça, rationnellement, tout collait très bien, pas d'emprunt, super valeur ajoutée, tout ça. Mais en fait, nous, non, c'était pas durable dans l'histoire et on n'allait pas tenir. Et donc, il y a un peu ce côté-là qui grossit aussi d'année en année. Et là, on parle de notre installation ici. Ça prend la première année, tout ça, ça prend une bonne ampleur, mais on n'a pas le choix. On s'est installé ici, on est obligé de suivre. Ouais, là, il a fallu vraiment aller puiser dans ce qu'on avait de plus profond au fond de nous pour vraiment pour tenir, quoi, pour s'approprier le système aussi, parce qu'au début on reprend un autre système, donc comme on peut, quoi, et se dire dans tout ça comment nous on voit les choses, dans le rush, dans l'épuisement, dans la fatigue, prendre le temps du recul aussi à des moments donnés, à se dire là comment on gère la reproduction pour l'année d'après ou pour 2 ans après, comment, parce qu'il y a toujours aussi cette question-là de l'inertie derrière, de qu'est-ce qu'on met comme race, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Donc en même temps dans le rush, dans l'épuisement, et en même temps il fallait aussi qu'on soit déjà dans une réflexion, parce que on devait déjà aussi changer les choses parce qu'on n'allait pas tenir, quoi. Par exemple, rien que la traite, donc du coup on est arrivé ici, c'était en double traite. Nous on avait dans l'idée de faire de la monotraite plus tard, on avait fait des voyages d'études, entre deux, on est allé en Bretagne, en Autriche, un peu partout voir des exemples. On avait ce rêve de monotraite, mais en fait finalement on l'a mis en place un peu plus vite que prévu. Ouais, alors il y a ce côté envie, mais en parallèle, c'est surtout l'agronomie qui a bousculé les choses, quoi. Parce que donc on arrive ici début 2020 avec la volonté dans un premier temps de se dire on reprend une ferme en bio, système herbagé, on ne change rien, on apprend le métier et petit à petit on bouge un paramètre à la fois. Sauf que on arrive ici et en fait ça se passe pas du tout comme on avait prévu, c'est-à-dire que beaucoup de difficultés au village, des soucis, machin, un métier qu'on apprend et une année 2020 en fait où on passe la tête sous l'eau, sécheresse, on ne sait plus nourrir les terrains. On était sorti de terrains très difficiles qui étaient des espèces de friches agricoles donc sans matière organique, en se disant on reprend des pâtures qui ont au moins 50 ans dans la Vénois, donc hyper fertiles, chez nous il peut régulièrement, ça va le faire, c'est facile. Et sauf que la réalité des choses c'est qu'on arrive ici et en fait fertilité à zéro, quoi. Et comment tu l'expliques ça, parce qu'a priori la personne ici faisait également de la vache ouais, elle faisait de la vache laitière. Ici la ferme, quand on reprend une ferme de 36 hectares, une vingtaine de vaches laitières, et c'est à peu près l'effectif qu'il avait, avec un système, peu de chargement animal et beaucoup de fauches et de vente de foin à l'extérieur, parce qu'il y avait de la demande, des éleveurs de chevaux et tout ça, et un système qui était cohérent à une époque qui fonctionnait, quoi. Je veux dire, il y avait tout le temps une petite pluie, quelque chose qui faisait que ça poussait et ça marchait, quoi. Sauf que je pense que les dernières années nous montrent aussi les limites un petit peu d'un modèle comme ça qui est un peu plus dans l'exploitation, en fait. C'est pas forcément une volonté de la part du cédant, mais en tout cas il y avait quand même ce côté export sans suffisamment de retour, donc des prairies qui s'appauvrissent et ça on le découvre en fait sur le fait, quoi. C'est-à-dire des prairies qui étaient fertilisées au fumier mais un retour en fait de matière organique d'origine animale, ok, mais le rapport carbone sur azote, après sans rentrer dans les détails, il n'y avait pas la matière végétale qui était ramenée, quoi. Donc en fait les prairies tournaient plus du tout, un racinement très faible, des gazons, quoi, en fait. Et à partir de là, on s'est rendu compte que nous, notre volonté c'était de faire un système très pâturant, et là notre cédant lui c'était un système bio avec des vaches qui pâturent mais avec une complémentation en salle de traite. Donc elles avaient de la céréale énormément, quoi. Et moi déjà, de base, éthiquement, ça ne me correspondait pas et économiquement, ça ne me correspondait pas parce que les cours des céréales, on les subit. Et je voulais partir sur un système 100% herbagé. Donc c'est pour ça que je dis que la monotraite, tout ça, c'est devenu une réponse agronomique. C'est se dire, ok, on a un troupeau de base qui est 25 vaches laitières à l'époque, ça ne fonctionne pas. On voudrait les nourrir 100% à l'herbe. Donc ça veut dire on retire en plus la complémentation.
à un moment donné, déjà là, on voit qu'elles n'ont pas assez, donc il faut changer des choses, quoi. Donc de là, c'est se dire, on ne peut pas se permettre de changer nos animaux. Nous, on veut adapter les animaux à une nouvelle conduite. Donc c'est se dire, on va moins les solliciter. Comment moins les solliciter, ce troupeau d'Holstein? Les passer en monotraite. Parce qu'on avait commencé à se renseigner là-dessus. Ça correspondait aussi à une envie de rythme de vie. En tout cas, moi, de mon point de vue agricole proprement dit, c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses les premières années. Mais c'est devenu une nécessité, ça s'est imposé parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on allait flinguer le troupeau si on tournait qu'à l'herbe sur des vaches à qui on demandait de produire beaucoup, quoi. D'accord. Donc, à ce moment-là, la monotraite se met en place et la monotraite, elle a impliqué plein d'autres choses derrière, quoi. En fait, on a mis en place plein de changements qui fait que la ferme, c'est toujours la même, c'est-à-dire elle est toujours sur 36 hectares avec les mêmes pâtures, mais on travaille complètement différemment de notre cédant, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on traite toujours des vaches, on les traite une fois par jour, on en traite plus que lui, on fait moins de lait. Mais vous valorisez mieux parce que j'imagine que lui, il vend directement à la coopérative, que vous transformez tout. Non. On transforme très peu, très peu, ouais. Même pas 10% de notre lait pour l'instant est ouais. transformé. Donc, en fait, on a repris la transformation après les 2 premières années d'installation, 2020-2021, sous l'eau, parce que découverte de tout ça en fait, et puis année Covid. Et puis on est arrivé sans habitation, enfin après voilà, il y a de la configuration sans vraiment d'habitation sur place, tout ça. Ouais, une configuration très précaire, donc il fallait qu'on se stabilise un peu, et donc la transfo à ce moment-là, c'était même pas envisageable. Et 2022, là, on sent qu'on reprend un peu nos marques, et à ce moment-là, on se dit, ok, on va refaire de la transfo. Mais transfo, on fait pas du conditionnement en pot parce qu'on avait gardé l'équipement qu'on avait acheté pour nos 10 brebis. Donc tu peux imaginer à petite échelle pour du petit volume. Et on s'est dit on va faire de la glace avec notre lait de vache qui était devenu un lait intéressant pour nous parce qu'avec des matières utiles et qui ont monté grâce à la monotraite et tout ça. Et justement par rapport à ça, 2 questions. La première c'est qu'effectivement on passe d'une glace au lait de brebis à une glace au lait de vache. Est-ce que tu as dû changer beaucoup de choses dans la composition, dans la transformation, peut-être même les infrastructures, les machines, et surtout, vu que vous étiez jusque-là dans une espèce de sobriété et de vivre avec le moins d'annuités possible, là, vous avez dû acheter ici. J'imagine que c'est des sacrés investissements. Qu'on se rende compte un petit peu dans la Vénois du prix. Là, ici, vous avez dû acheter pour combien? La ferme avec l'habitation, donc quand je dis la ferme, c'est 1 hectare de foncier pour l'emprise des bâtiments. Après, les 36 hectares en location, ça représente 400 000 euros. Ah oui, donc là, on est sur des investissements sérieux, là. Voilà. Avec la maison. Avec la maison. Donc à partir de là, il y a une volonté d'aller vers un côté éthique, agronomique, tout ce qu'on veut. Mais il y a une vraie nécessité aussi de se dire on est rentré entre guillemets dans la cour des grands avec les investissements qui vont avec. Il faut que ça tienne la route pour qu'économiquement on gagne notre vie, quoi. C'est pas simplement une passion de reconverti qui arrive en se disant c'est pas grave. Un passe-temps, quoi. Ouais. Voilà, on n'a pas 400 000 euros de placement en se disant voilà, c'est quand même une vraie réalité avec des annuités, avec quasiment 40 000 euros d'annuité à rembourser par an, quoi. Donc à partir de là, il faut changer les paramètres parce que l'éthique chez nous, c'est quand même, on est des gens, je pense, assez entiers dans nos convictions, nos croyances. Donc si à un moment donné on se dit non, c'est plus possible d'acheter du soja même s'il est bio, très vite on le fait, quoi. Et donc ok, on le fait, mais dans ces cas-là, comment on fait pour derrière on continue à maintenir cet équilibre financier et à s'en sortir, quoi. Pour la durabilité, elle est aussi dans ce côté économique. Et justement, l'économie, c'est la transfo. C'est ça, c'est la transfo, c'est aussi l'épanouissement. Enfin, il y a le côté économique, certes, hein, de toute façon. La ferme, elle a une rentabilité en elle-même, mais les glaces, ça permet quand même, on va dire, une sécurité et aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on imagine aussi comme projet sur place. Il y a aussi ce côté épanouissement où, tout à l'heure, Sylvain parlait de notre ancienne expérience où on était devenu plus glacier et commerçant que agriculteur. Et là, ici, on était clairement agriculteur, éleveur, mais tout ça, on ne l'avait plus, quoi. Donc, il fallait aussi qu'on se retrouve tous les deux dans ces parties-là. On avait nos clients qui nous demandaient régulièrement quand est-ce qu'on reprenait les glaces, tout ça. Donc, ça s'est fait un peu naturellement comme ça en 2022. 2022, voilà, on s'est dit, allez, on refait quelques manifestations. 2023, on en a déjà fait un peu plus et des plus grosses. Et 2024, il y a eu encore un déclic. Par exemple, les pots, on nous les réclame tous les jours. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas redémarrer les pots? Mais on avait des problèmes de machines, de configuration, de recettes, de ceci. Mais en fait, on peut aussi se donner les moyens de trouver des solutions. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est reformé là en début d'année pour chercher des solutions, tant en machine qu'en recette, que ceci, que cela. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai eu vraiment cette sensation de se dire, là, on se prend encore une fois vraiment au sérieux. On a pensé à faire du fromage, à partir sur d'autres produits parce qu'on a du lait à transformer. Mais en fait, la glace, finalement, elle marche bien. Elle est connue, elle a sa place ici. Donc, on reste sur la glace. Moi, c'est ce qui me passionne aussi. Enfin, on adore aussi ce produit-là. Et donc, le leitmotiv, là, vraiment, qu'on ressent cette année et pour les années à venir, c'est le côté moins mais mieux. Quitte à avoir moins de vaches et moins de lait, pourquoi pas,
mais mieux valorisé. Ça ne prend pas en compte que le lait, ça prend en compte aussi la viande. Quand on est éleveur laitier, on a forcément de la viande sur la ferme. Et voilà, tout un système global qui est sur ce côté moins, mais mieux. Donc, ça peut être moins de travail ou moins de produits, mais mieux valorisé. Enfin, vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est la ligne de conduite en ce moment aussi, quoi. Mais alors justement, tu m'as pas répondu à ma question. Pardon. Comment tu as fait pour changer de je fais de la glace au lait de brebis au lait de vache? Parce que tu dis que la glace ici, elle est installée. Mais j'imagine que peut-être qu'il y a des clients, des clientes qui se sont dit, bah attendez, avant que vous nous vendiez de la glace au lait de brebis, on ne connaissait pas. Maintenant, on est addict. Comment on fait maintenant avec votre glace à lait de vache? Ouais. Alors effectivement, on était connus pour la glace au lait de brebis, c'est vrai. Il y a quelques clients qui venaient parce qu'ils étaient intolérants au lactose de vache et que du coup, ils étaient super contents de pouvoir trouver de la glace. Mais c'est pas le seul ADN de la glace, le côté lait de brebis. Enfin, c'était pas le seul ADN. La glace, son identité, c'est aussi de travailler avec des fruits locaux. Moi, j'ai toujours envie d'être cette sensation que ça explose en bouche. Si je travaille une framboise, je la travaille toute seule, enfin c'est que de la framboise, c'est pas framboise lavande ou quelque chose, non, c'est juste en fait on a des super framboises dans la Vénois, je veux que cette framboise elle explose en bouche à travers la glace. Et ça peut être la framboise, ça peut être une plante sauvage, ça peut être le maroilles, ça c'est plus anecdotique mais... Oui, pause. Ouais. Ils font de la glace au maroilles. Voilà. Juste. Fallait qu'on en parle tout de suite. Ouais. Vous n'avez pas rêvé. Elle a vraiment dit ça. Ouais, une glace salée au maroilles. Donc l'ADN des glaces, c'était aussi ça en fait. C'est sublimer les saveurs de la Vénois dans la glace. Et en fait, du coup, ça, on pouvait le retravailler en lait de vache. La seule chose qui allait changer, effectivement, c'est que si on gardait les mêmes proportions de lait de brebis et les proportions de lait de vache, en termes de texture et d'onctuosité, on ne serait pas sur les mêmes choses parce qu'on n'a pas la même composition chimique à la base. Et ça, moi, je l'ai travaillé dans ma recette en jouant sur ma crème, mes sucres, mes jaunes d'œufs. On ne met pas de poudre de lait parce qu'on est producteur laitier, donc on n'a pas envie de mettre de poudre de lait ou voilà d'autres choses qui sont souvent utilisées en glace. On travaille plutôt avec des choses naturelles et l'idée c'est justement d'aller chercher dans chaque petit ingrédient ces composés, alors chimique c'est peut-être pas le mot parce que ça fait peur, mais ces composés naturellement présents qui vont venir jouer sur l'extrait sec de ta glace, qui vont amener une onctuosité, une bonne durée dans le temps, etc. T'as un master 2 en communication toi, non? Je pense que ce côté-là, justement, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que pourquoi aussi ça a été très bien accueilli par nos consommateurs, c'est que dès le début, on a toujours voulu communiquer sur ce qu'on faisait et c'est vrai que Pauline fait ça très bien et toujours été transparent sur ce qu'on faisait, c'est-à-dire on en est là, les choses évoluent, on vous explique pourquoi et en fait au début on l'a fait de manière un peu fébrile, on commençait à dire les choses en disant voilà on marche sur des œufs, on ne sait pas comment ça va être reçu et en fait les gens souvent nous disaient mais en fait on sent une authenticité dans votre démarche. Et donc ça se comprend quoi. Et en fait, on continue tout le temps là-dedans et on se rend compte qu'on n'a pas toutes les réponses. On avance, à chaque fois on a un élément de réponse vers une nouvelle case. Comme par exemple, par rapport à ce que tu disais avant, c'est vrai qu'à Saint-Rémy, notre premier projet, on avait une dominante clairement transformation, commercialisation qui prenait le dessus sur l'agricole. Donc en fait, il n'y a pas que la configuration du site qui a fait que je me suis éteint là-bas, c'est que moi, je ne m'épanouissais pas non plus sur mon espèce de vocation agricole qui est en train de naître. Donc on a repris cette ferme où là, le terrain de jeu agricole, là pour le coup, on s'en donnait à cœur joie. On a arrêté la transfo et cette fois-là, Pauline a commencé à s'éteindre avec ce côté, moi j'ai plus ma place, j'ai plus mon équilibre. Je le faisais. Mais en fait, on ne le savait pas et c'est à chaque fois, on bouge un paramètre et on se dit, ok, ça ne fonctionne pas, et ben, on va remettre un peu de transfo. Et moi, je me rends compte maintenant que faire de l'agricole pour faire de l'agricole et faire du volume sur lequel je ne maîtrise pas le coup, je ne m'épanouis pas là-dedans. Donc je préfère faire moins. Je pense que maintenant que je suis dans le monde agricole, j'ai peut-être aussi moins le besoin de prouver par la quantité et tout ça. Je peux me permettre d'avoir 10 vaches de moins, je me sens à ma place, je me sens quand même un vrai agriculteur si on veut. Je n'ai pas besoin d'un certain volume et on peut réévaluer ça. Donc tu as parlé de développement personnel au début, mais je pense qu'il y a vraiment ça, ce projet-là, il nous fait grandir aussi. Régulièrement, on se dit ok, bon bah là il manque ma place, un peu de transfo, il manque ta place, un peu de ceci, un peu de cela. Et en fait c'est toujours ce projet-là que notre communauté, on peut dire, les gens qui mangent nos glaces, c'est vraiment une communauté, c'est des gens hyper fidèles et vraiment c'est... Hashtag faire nuage sur les réseaux. Ouais, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment nourrissant d'avoir comme ça des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Ils nous suivent dans nos aventures parce qu'on est assez transparent sur tout ce qui se passe, on se livre en fait et il y a une cohérence quoi. Et en fait, pour être durable dans notre projet, notre projet il évolue avec nous en fait. On n'est pas les mêmes Sylvain et Pauline qu'on était en 2012 et on n'est certainement pas les mêmes que dans 10 ans et la ferme elle évolue et en fait c'est comme ça qu'on voit notre ferme quoi. C'est un support vivant avec une trame de fond. Voilà, il y a une certaine cohérence parce qu'on est sur du rythme lent, on plante des arbres, on sait qu'il va falloir des années pour récolter les fruits et tout, donc il faut une vision. On a une trame qui nous guide sur notre vie, mais en fait on connaît pas tout quoi. Depuis qu'on est un peu entrepreneur comme ça, on a un côté, je veux dire, un peu spirituel aussi qui s'éveille en se disant on fait confiance. Faire confiance on fait confiance à quelque chose de plus grand que nous, en se disant on a les réponses ponctuellement, il faut faire confiance pour avancer vers ça, même si c'est pas la ligne finale quoi. Donc à un moment donné, c'est on fait de la brebis, et ça nous a amené à faire de la glace au lait de vache.
mais en fait, il y a une cohérence, il y a un vrai sens, et on se retrouve là-dedans. Alors au début, ça a été très dur pour nous de quitter les brebis. On a l'impression de se trahir et de trahir les gens. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi on l'a fait aussi? C'est parce que moi, ma vraie volonté en tant qu'agriculteur, c'est de faire de l'agriculture en sol, à l'opposé du hors-sol. C'est-à-dire qu'ici, on s'est rendu compte que le site était un peu épuisé. On voulait faire du 100% herbagé. On s'était rendu compte qu'en brebis laitière, sur des terrains pauvres, parce que les terrains ici n'étaient pas pauvres, mais carencés, donc d'une manière ou d'une autre, la production était pauvre, c'était pas possible. Il fallait complémenter avec de la céréale. La vache laitière, elle s'y prêtait. Donc à un moment donné, c'est se dire, on est sur un terroir. Moi, ma volonté, en fait, c'est pas forcément de faire du lait de brebis, du lait de vache ou quoi que ce soit, c'est de faire du sol, c'est d'avoir une ferme qui, à la fin de mon passage ici, elle soit plus fertile qu'au début de notre passage. Et bien, si les vaches laitières, c'est la réponse pour le faire, et en plus que ça permet que la famille s'épanouisse parce que Pauline a sa place, parce que ceci, parce que cela, bah banco, faut le faire, quoi. Et c'est pas simplement un côté, comment dire, économique ou commercial de dire les gens attendent de la graisse sur les brebis, il faut la faire. Bah non, ça on va s'épuiser en fait. C'est avant tout qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce que le site demande, quoi. On se rend compte qu'on a du résultat maintenant parce qu'on travaille avec des vaches laitières sur un site où la vache laitière répond bien et qu'on a pu faire évoluer nos vaches laitières vers un système qui est très proche de notre système lait de brebis dans le sens où on a fait des vélages groupés. Donc on a une période de tarissement groupé aussi, on arrête de traire 2 mois l'hiver et donc ça c'était important pour nous. Et ça aussi c'est peut-être des choses qui évolueront dans l'avenir, on se dira peut-être en fait la période d'arrêt de traite elle n'est pas nécessaire, il faut mieux avoir quelque chose de différent. Bah en fait la porte elle est ouverte au changement en fait. On se méfie des recettes en fait, le côté des fois dire l'agriculture bio, l'agriculture conventionnelle, il y a les bons, les mauvais, les méchants, les gentils. Bah en fait, plus on avance, moins on y croit et moins ça nous semble vrai parce qu'en fait, c'est du cas par cas, ça dépend des affinités. On peut pas demander à quelqu'un de s'épanouir avec des vaches en monotraite à 4000 litres quand son dados et qu'il a été formé pour faire de la vache à 11 000 litres et tout. Voilà, chacun son modèle et c'est en avançant vers soi-même et ses affinités qu'on deviendra certainement aussi le plus vertueux et plus authentique envers les consommateurs, quoi. Et ça, à partir du moment où on joue le jeu de cette espèce d'authenticité et qu'on communique là-dessus, c'est pas du greenwashing, quoi. C'est simplement de la transparence. Et à partir de là, les gens nous suivent. Peut-être pas dans toutes les directions, mais en tout cas dans celles qu'on a prises, on est suivis, quoi. C'est un lien et c'est des ponts entre vraiment nous, le sol, là où on se trouve, les animaux, le produit, les consommateurs. Enfin, en fait, il y a plein de ponts comme ça qui sont en mouvance. Et comme tu dis, il n'y a pas une recette. Et c'est pas parce qu'on fait comme ça une année que ce sera tout le temps comme ça. Mais c'est juste qu'on accepte de voir tous ces liens-là aussi. Tu vois, par exemple, moi, séparer les veaux de leur mère, c'est quelque chose qui me rend triste. Et au début, j'écoutais pas trop ça en fait. Mais après, je me dis, si ça me rend triste comme ça, c'est peut-être des inspirations et c'est peut-être des choses qui nous feront évoluer vers d'autres choses et tout ça. Et des retours de consommateurs, c'est pareil. Bon, bien sûr, on peut pas faire tout dans le sens du consommateur, mais tu peux aussi entendre des choses et puis te laisser infuser et te dire, ah oui, là, c'est vrai que ça, par rapport à ça, bah oui, pourquoi pas. Enfin, c'est prendre conscience de tous ces liens, de tous ces ponts qui existent et derrière ça, dans l'instant, comment on fait, qu'est-ce qu'on choisit, quoi. C'est ça, poser des choix par rapport à tous ces messages qui nous sont délivrés par toutes les entrées, le sol, les consommateurs, nous, le climat, qui est une vraie réalité aussi. Comment dans tout ça aussi faire quelque chose? Parce que l'agriculture, quand on s'intéresse un petit peu au côté historique des choses, elle a quand même malheureusement dans l'histoire eu un rôle plus d'exploitation, de dégradation. Quand on pense à des pays, je sais pas moi, la Grèce, l'Égypte, tout ça, c'était des zones hyper fertiles et par la surexploitation, on a fait tomber des civilisations par rapport à ça. Et nous, on se rend bien compte qu'on est dans un système qui surexploite et que à un moment donné, il va falloir changer un peu de braquet. Et en fait, quand on s'intéresse à tous ces petits trucs qui au début nous font peur en se disant en fait il y a trop de paramètres et on ne peut pas avancer, en fait chacun nous donne une petite réponse, ça fait un système qui est de plus en plus cohérent, quoi. Parce que par exemple le passage en monotraite, qui dit monotraite ça veut dire des vaches moins productives, mais du coup on peut gérer l'herbe différemment, on travaille sur des strates plus hautes, donc l'herbe s'enracine aussi plus profondément, donc elle va chercher l'eau plus en profondeur, ça pousse plus longtemps, il y a une part qui se redépose au sol, donc on refait de la matière organique, et alors qu'à la base c'était simplement faire la monotraite par rapport à l'état de la vache, mais en fait c'est aussi par rapport à l'état du sol. Et puis en plus ça nous donne aussi une réponse, parce que du coup nous on s'épuise moins, il n'y a plus qu'une traite par l'eau. Et en fait petit à petit on se sentait pris dans une spirale, un cercle vicieux qui allait nous user. Et on avait l'image de l'eau de la baignoire. En fait la baignoire, quand on la vide, il y a le tourbillon qui nous emporte. Et nous en fait on a choisi à un moment donné de se dire allez, avec notre petite cuillère on rame dans l'autre sens. Alors au début ça se stabilise, et maintenant on sent que ça part dans le sens où on a choisi, et on se laisse porter par ça, et ça c'est génial, quoi. Et ça donne plein d'espoir pour l'avenir, parce qu'en fait on n'a pas toutes les réponses, mais on a la foi dans le sens où les réponses elles nous amènent au bon moment, elles arrivent au bon moment. T'es dans le bon mouvement. Et ça, c'est génial.
Et alors 2 questions par rapport à tout ça, c'est justement tu expliquais il y a au moins une demi-heure que le sol était appauvri ici, qu'il n'y avait plus rien, que là effectivement en faisant une traite, tu as un système herbacé qui est bien meilleur finalement. À part avoir changé le nombre de traites par jour, est-ce que tu as fait autre chose pour avoir des meilleures pâtures? Ouais, j'ai envie de dire que tout change et tout change un peu en permanence. C'est-à-dire qu'il y avait dès le début la mise en place du pâturage tournant. Donc le pâturage tournant avec au début l'optique on tourne toutes les 24 heures. Moi j'avais appris une recette, donc c'est là où je me méfie maintenant des recettes, c'est on rentre dans une parcelle, on ramasse tout et on s'en va. Et simplement par la repousse, le tissu racinaire et tout ça fait le truc. De par expérience, en tout cas sur mes terrains et sur des terrains, en fait, je pense que c'est pas forcément les sols qui étaient appauvris, mais c'était surtout un sol compacté parce qu'avec des plantes qui s'étaient nanifiées, donc qui travaillaient sur 5 cm, donc plus de porosité dans le sol. C'est ça notre gros souci sur la ferme, de plus en plus je me rends compte qu'il était là. Donc cette recette-là, je l'ai appliquée. Bon bah j'y ai vu ses limites parce qu'on a des années où on peut avoir, même si on est dans le nord de la France, 3-4 mois sans eau, c'est courant quoi maintenant. On est à ça le sera de plus en plus. Et ça le sera de plus en plus. Donc à partir de là, c'est pas une réponse que de faire ça. Voilà, l'idée c'est pas simplement de se dire on va faire, j'en sais rien, d'irrigation ou quoi, c'est de se dire comment on peut faire aussi différemment pour l'instant avant d'en arriver à ces réponses-là qui sont peut-être des réponses ailleurs. Encore une fois, il n'y a pas de recette quoi. Ça semblait pas être la porte d'entrée pour l'instant. Donc, la monotraite, ok, la vache elle a moins un pic de production, mais elle est plus linéaire. Donc en fait, ça m'a permis d'essayer de me dire, tiens, je peux la faire rentrer dans de l'herbe un peu plus haute, un peu plus, des fois, légèrement épiée, des choses qu'on se permettrait pas en vache laitière classique au pâturage. Et en essayant, je me suis rendu compte que, oui, au final, ça colle bien. Et ça permet de se dire, je rentre dans du plus grand, mais j'étais toujours dans cette optique, il faut tout ramasser. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en m'intéressant aussi à la forêt, les coupes rases, c'est pas forcément intéressant. Donc il faut plus que l'animal soit dans une espèce de prélèvement, un étaitage, et laisser tout le temps de la fraîcheur au sol, et laisser surtout de la feuille qui fait de la photosynthèse en plus du racinaire. Parce que moi, mon but, c'est de faire descendre la plante de plus en plus profondément. Donc je suis toujours sur un système pâturage tournant, mais j'ai commencé à modifier les tailles de mes parcelles, à mettre moins de pression au pâturage. Donc on tourne toujours tous les 24 heures. On a mis en place aussi les systèmes de vaches nourrices, parce qu'on s'est rendu compte qu'avoir des veaux qui sont élevés dehors sous des nourrices, c'est des veaux qui, dès la première semaine, on les voit commencer à imiter leur mère nourrice, et qui commencent à picorer. Et en fait, c'est des veaux qui, quand ils deviennent vaches, savent déjà manger de l'épi, valoriser différemment. Donc ça devient des animaux complètement adaptés à notre système. Ça, c'est un des éléments. Et donc on se dit, ok, on travaille sur le sol, mais à côté de ça, les vaches au pâturage, il faut leur donner aussi un certain confort. Et ici, on est beaucoup confronté au vent du nord. Donc on avait des haies sur la ferme qui étaient des haies taillées à 1,20 m. On s'est dit, en fait, elles n'ont pas d'intérêt ces haies-là. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est les laisser s'exprimer. Encore une fois, une plante qui monte au-dessus pour qu'elle descende en dessous. Donc on continue la taille latérale, mais on la laisse partir en haie haute. Et puis on met la haie haute. Tiens, la haie haute, ça peut devenir aussi une ressource. On la broie et ça devient une litière pour nos animaux. Et en plus, ça augmente le rapport C sur N. Donc moi, je veux augmenter le carbone dans mon sol pour la rétention en eau et corriger cet excès d'azote qu'il y avait sur nos terrains par rapport à la carence en carbone. Donc du coup, ça rentre. Encore une fois, les réponses, elles viennent comme ça. La haie, c'est aussi une manière d'enrichir le fumier. Et le fumier plus enrichi, au début, mon idée, c'était on va le l'épandre en très grosse quantité sur des petites parcelles et on va très vite remonter parce que je m'intéresse beaucoup au maraîchage sur sol vivant et toutes ces notions-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant des choses comme ça, c'est pas forcément, c'est un peu comme si on nous filait une grosse plâtrée de même un super aliment d'un coup. C'est peut-être dur à digérer pour le sol. Donc on passe sur des choses un peu différentes à se dire maintenant, on en met peu, mais partout, régulièrement. Et là encore une fois, ça évolue. Donc en fait, tout le système est en train de changer. Donc on est toujours sur un système vache laitière sur les mêmes pâtures, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Les tailles de parcelles, les animaux, parce qu'on croise nos animaux, parce qu'on s'est rendu compte que croiser les animaux, c'est combiner les intérêts de plusieurs races, c'est donner de la diversité, parce que ce système de pâturage, on allonge le temps de rotation, donc on a une flore différente, diversifiée qui commence à pousser. Donc on se dit une flore diversifiée, elle a son intérêt, mais en fait il faut avoir le même regard pour les vaches. Avoir qu'une seule race, est-ce que ça a un intérêt? Pas forcément, donc on introduit d'autres races, du croisement. Et là on voit plus que de l'Holstein maintenant. Le troupeau de base, parce qu'on s'est dit, nous le but c'est de faire au mieux avec ce qu'on a, ça a toujours été notre motive. Avant le moins c'est mieux, il y avait déjà ça qui était très présent. Et de se dire, on a ce qu'on a, on l'a choisi, il y a des solutions et c'est toujours transformer chaque crise en une opportunité, quoi. Parce que quand on avait pris des claques en 2020 à se dire la ferme elle correspond pas du tout aux lunettes roses qu'on avait mises en la regardant, parce que c'est surtout c'est pas forcément dû à notre cédant ou quoi, c'est surtout nous qui avons imaginé les choses en disant ouais, ça va être beau, magnifique, ça va être facile. En fait, quand tu as envie de trouver une ferme et que tu en trouves une, forcément ton projet idéal tu l'imagines là, mais oui, tu peux travailler un an sur place, mais en fait ça ne change rien. Il n'y a que quand on est aux manettes et que tu commences à prendre les petites claques coup de coup. En tout cas nous c'était ça. Voilà, c'est au fur et à mesure de tout ça,
Et les réponses, elles arrivent. Et donc, on avait 25 Holstein à la base. Maintenant, on traite 35 vaches à peu près, avec encore 50% d'Holstein parce qu'elles vieillissent de plus en plus, parce que moins sollicitées, c'est aussi ça, et avec toute une part de proportion de vaches croisées et qui répondent bien à notre démarche. Qu'on n'a pas hésité à aller chercher aussi dans des élevages qui correspondent aussi à notre façon de voir les choses. En Bretagne, enfin voilà, on n'hésite pas aussi à faire de la route des fois quand il y a besoin d'un taureau ou de genisse ou vache parce qu'on en a racheté au début. Il y a aussi une inertie quoi. C'est pas juste une race des fois, c'est aussi dans quel système elle a été élevée ou elle a grandi ou les générations d'avant ont grandi quoi. Et alors on en arrive à aujourd'hui là où donc vous avez toujours à peu près 30 vaches, des Holstein et des croisés avec un petit peu de tout. Et alors vous ne transformez que 10% du volume produit de lait. Et sur ces 10% transformés, ça représente combien de pourcents du chiffre d'affaires? C'est même pas 10% parce qu'en fait, on a repris une ferme qui faisait 180 000 litres de lait vendu en laiterie sur la dernière année. Nous, avec le choix en monotraite et tout ça, en ayant augmenté un peu le troupeau, on a monté aussi les taux de matière voilà, et non, mais aussi dans le lait, matière grasse et matière protéique parce que forcément le lait est moins dilué. Mais globalement, on produit 50 000 litres de moins, donc c'est quand même énorme sur la proportion, sur un aussi petit volume. En supprimant la complémentation et tout ça, donc on a maintenu le chiffre d'affaires de ce que le sédant faisait. Donc déjà ça, c'est important de le souligner parce qu'on a souvent l'impression que quand on ne génère pas suffisamment de revenus dans son système, c'est qu'il faut augmenter la production. Mais ça peut être aussi réduire les charges et travailler différemment. Donc on a beaucoup moins de frais vétérinaires, on a beaucoup moins de frais alimentaires, des animaux qui pâturent beaucoup plus longtemps dans l'année. Donc voilà, il y a toute une cohérence qui fait qu'avec 50 000 litres de moins, donc on va dire plus d'un quart de lait en moins, on a maintenu le chiffre d'affaires de la ferme. Et à ça, c'est greffé la partie glace. Et la partie glace, donc en termes de volume produit, là tu as plus. On n'est même pas à 2000, 3000 litres quoi, de glace, hein, donc en sachant que. En fait, on oui, c'est bien moins de 10%. Ouais. Et en plus, on rajoute des ingrédients. Donc avec 1 litre de lait, on fait 1,7 litre de glace en moyenne, quoi. On utilise très peu de lait encore par rapport à tout ce qu'on pourrait utiliser. Et c'est aussi pour ça que l'idée finalement des pots qu'on nous répète, tu vois, que les consommateurs nous répètent quasiment au quotidien, elle est quand même intéressante parce que ça permet aussi de faire plus de volume parce que les manifestations, on peut pas non plus en faire des milliers des cents parce que nous aussi on vieillit, on a un capital physique aussi qui est là et on a des fois aussi envie d'autre chose et du week-end aussi pépère. Donc juste pour qu'on comprenne à quel point la transformation c'est important, le litre de lait, vous le vendez combien? Dans la partie la mieux valorisée de l'année, on a 50 centimes. 50 centimes le litre de lait et une boule de glace. 3 €. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de la transformation. Après, on achète des ingrédients. Mais ouais, bien sûr. Il y a un coût énergétique, il y a un temps de main-d'œuvre, mais malgré tout, oui, c'est une meilleure valorisation et ça rentre dans le côté moins mais mieux. Oui, le côté financier, il est hyper important, surtout dans ces métiers-là qui sont énergivores. Donc je suis d'accord, c'est hyper important. Et sous-payé dans le circuit long. Parce oui, qu'il faut être clair, livrant en circuit long, malheureusement, bio, pas bio, on est malheureusement un peu tous à la même enseigne dans le milieu agricole ou dans je dirais plutôt dans le milieu alimentaire, le coût de l'alimentation ne représente pas son vrai coût. Et je pense qu'on est tous confrontés à ça. On est tous dans le même bateau, quoi. Et face à ça, c'est sûr qu'un levier pour reprendre la main, c'est aller jusqu'au consommateur, quoi, déjà. Ça, c'est clair et net. Ça, il faut le faire. Et pour pouvoir le faire, c'est vrai que c'est difficile avec des gros volumes. Donc, des fois, il faut accepter de réduire la voilure pour reprendre la main sur cette autonomie financière dont on a besoin pour entreprendre, en fait. Comme n'importe quel artisan qui fixe ses prix, qui peut se projeter sur du long terme parce qu'il sait où il va, quoi. C'est très compliqué de payer des investissements sur 15 ans quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Humainement, c'est pas durable. On parlait de durabilité tout à l'heure, et la durabilité, elle n'est pas là-dedans. Et c'est rejoindre aussi le qualitatif plutôt que le quantitatif parce que surtout quand tu fais ça avec passion, forcément tu as un produit qui va être qualitatif parce que tu vas chercher à pâturer de la bonne flore, tu vas chercher à avoir des animaux en bonne santé, enfin, ça va se ressentir dans ta matière brute et pour moi ça a du sens du coup de le transformer en glace parce que quand il part à la laiterie, c'est un lait qui est déstructuré où on va reprendre la caséine, la matière grasse, enfin voilà, je sais pas exactement ce qui se passe mais en gros c'est un peu ça et qui est mélangé aux autres laits et tout ça et du coup pour moi où est-ce qu'il est parti, j'en sais rien quoi, c'est du circuit long en effet. Quand on le transforme en glace, on prend cette base-là, on vient y ajouter des choses aussi nobles que notre lait et du coup c'est un produit qualitatif et on sait où il est le lait quoi. On voit même le consommateur le manger directement et se régaler avec donc enfin ça n'a pas de prix ça en fait. On peut rajouter un truc là-dessus justement sur ce côté-là, c'est qu'on est dans des métiers difficiles où on peut avoir des galères, une récolte qui a foiré et souvent les galères elles sont en série quoi, avoir des animaux ça s'est mal passé, du coup être un peu fatigué par sa semaine ou quoi que ce soit et on va faire sa vente et là on a le sourire du client qui est trop content, qui se régale ou qui dit ah merci
merci, vous faites un super produit. Et c'est nous qui avons envie de lui dire merci, de nous l'acheter. Il nous donne l'argent, il y a la transaction, ok, on en a besoin pour vivre. Mais en fait, le plus important, c'est quoi? C'est que tu sors de là, avec une énergie d'enfer. Parce que tu as des gens qui t'ont dit, ouais, c'est chouette ce que vous faites. Et tu reviens et tu dis, ok, il y a eu des petites merdes, une fuite d'eau, ceci, cela. Et tu y retournes, quoi. Parce que t'en veux. Parce que tu as des gens ça a du sens. qui se régalent derrière et tu te dis putain, mais en fait, ouais, c'est cool quoi. Et mine de rien, c'est cool. Et ça, c'est super nourrissant. Résumé, c'est quand même vachement mieux que quand on a été ingénieur en matériaux, par exemple. Ah, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On a fait un gros tour là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'historique de la ferme, des choses qu'on aurait oubliées qui vous sembleraient importantes? Au début, quand on entend ferme expérimentale, ça peut faire un peu laboratoire où tu vas tester plein de trucs mais sans ligne de conduite, etc. Je pense aussi qu'il y a ce côté expérimental en nous, peut-être parce qu'on vient pas du milieu, enfin peut-être que voilà, c'est nos profils qui font ça aussi, mais il y a ce côté expérimental. Mais à côté de ça, il y a aussi un côté hyper réfléchi, hyper entre guillemets sourcé, tu vois. En fait, tous les détails ont leur importance, quoi, mais vraiment tout. On se bloque pas sur un schéma à dire on fera tout le temps comme ça, mais il y a aussi le côté vraiment profondeur, sens, authenticité derrière, quoi. Alors du coup, dernière question, avant qu'on aille faire quand même un petit tour dehors, voir ça de nos yeux, et surtout que tu m'apprennes à faire une glace quand même, parce que j'ai fait des sorbets la dernière fois, mais j'ai pas encore fait de glace au lait de vache, et puis surtout que bon, je sais pas si je goûterai celle au maroilles, mais le sureau, c'est ma fleur préférée au niveau des goûts, et puis tu vas nous montrer ce que tu as d'autre. Mais moi j'ai une question, c'est pourquoi la ferme Nuage? Ah, c'est une belle question. On n'était pas attaché à un lieu particulier par rapport au nom quand on a créé le nom. Du coup, on s'est fait un brainstorming à deux et on avait des moutons. Les moutons, ça ressemble à des nuages. Je me souviens que j'ai cherché un peu des termes, un peu de patois qui étaient dans le coin pour appeler les moutons et j'ai vu cumulus. Et à un moment donné, dans le brainstorming, on s'est dit cumulus, nuage. Ah, mais ouais, mais en fait, on a des petits nuages dans les pâtures. Bon, déjà, voilà, il y a un côté poétique. Je me dis souvent qu'on est dans une agriculture poétique aussi. Et donc, il y avait ces petits moutons dans nos pâtures. Et puis, en fait, tout ça, c'est un rêve, quoi. Enfin, on a la tête dans les nuages. Alors, les pieds sur terre, en fait. La tête dans les nuages. Et puis, voilà, cette utopie. Et ce côté aussi où tu dis le nuage, cette espèce d'élément un peu mobile où, en fait, dans notre parcours, il y a beaucoup ce côté où on avance, mais ça bouge, quoi. Et ce nuage, il est toujours là, il se déplace. Et voilà, la légèreté du nuage, et ça nous parle aussi, quoi. Donc, puis après, même le nuage de lait, tu peux le trouver aussi dans le côté glace, tout ça. Enfin, voilà. C'était évident au bout d'un moment. Et c'est vrai que c'est un nom que les gens retiennent bien aussi. Par contre, les nuages, des fois, il y a de la pluie. Mais c'est pas grave. Mais qui fait pousser l'herbe, et tout le monde est content. Bon, bah nickel, on va voir tout ça. Allez. Allez, let's go. Donc là, on se retrouve dans les pâtures de Pauline et Sylvain. Il y a combien d'hectares en face de chez vous là? Alors là, il y a 36 hectares derrière la ferme. 36 hectares d'un seul tenant comme ça? Ouais. Les pâtures les plus lointaines sont à 500 mètres de chaque côté. Donc vraiment dans un rayon où nous, on est au centre et on voit nos animaux en fait très régulièrement. Alors sauf quand il y a un peu d'arbres. Mais... Les animaux qui sont juste là voilà. Et qu'on va les voir. Voilà. Ça va jusqu'aux grandes haies là-bas derrière, c'est chez vous aussi? Voilà, c'est ça, les haies de charme alignées là-bas qu'on voit dans le fond des pâtures, ça représente ce que Pauline disait, la fin de l'arc de cercle, 500 mètres jusque là-bas. Ce qu'on peut voir là-bas sur la gauche, c'est la même chose. Ah, donc là-bas aussi les voilà, grandes lignes. La haie qu'on voit à l'horizon, c'est la limite de la ferme. Et sur la droite, c'est pareil, là, les grands arbres au bout. Ces grands arbres là. Les grands arbres qu'on voit là-bas dans le fond, les grands charmes là-bas, là. Ok. Les grands forts buissonnants, voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Donc vraiment juste, vous vivez là, il y a la stabula et c'est ça. Tu vois, tout ça, c'est quand même magnifique comme cadre. Ouais, c'est vraiment pour nous la valeur ajoutée de la ferme, c'est ça en fait. C'est ce côté tout d'un seul tenant autour de nous. Parce que en fait, dans notre ancienne expérience, on ne pouvait pas surveiller nos animaux et c'est vraiment ce qui nous a manqué. Et là, c'est génial, on est au milieu du troupeau, au milieu de la ferme. Et ouais. Ça et le côté patrimoine bâti aussi de la ferme qui est là et qui est valorisable. T'avais le lapsus qu'on était au milieu du troupeau, donc on va aller au milieu du troupeau si elles veuillent bien nous accueillir. Elles sont dociles. Cool. Ouais, elles sont dociles, cool. C'est des gentilles. Elles ont toutes un nom. Alors elles sont gentilles, elles font un peu impressionnantes parce que y a maintenant à peu près 30% du troupeau qui a des cornes, parce qu'on a la volonté de ne plus écorner, parce que en fait déjà c'est une dérogation en bio normalement, puis on a envie de prendre l'animal dans son intégrité et on se rend compte que ça colle en bâtiment, quoi. C'était notre crainte et en fait comme on est passé sur une ration hivernale pour des vaches taries avec du foin, un aliment sec, peu fermenté, on a des animaux qui sont calmes et en fait on n'a pas de soucis en bâtiment. Donc pourquoi leur retirer les cornes, il n'y a pas de souci, quoi. Donc elles sont parfois impressionnantes visuellement, mais parce qu'elles ont leurs cornes, mais en fait c'est que de la gueule, quoi. C'est des gentilles. Donc là effectivement on se rend bien compte maintenant qu'on est au milieu de tout ça qu'il n'y en a quasiment pas une qui se ressemble. Il y a un peu de métissage, ouais. On appelle ça des fois un troupeau Smarties. Elle a un joli dégradé là, elle est magnifique, beau, je vais aller la voir. Excuse-moi, on dirait vraiment que je vais voir une bagnole. C'est Trompette que tu vas voir. Trompette? Et ouais.
T'es belle, Trompette. N'est pas... Oh bah non, bah voilà, je l'ai fait Ça fuir. fait peur à Trompette. Ah, et le chien dedans, il... Ah oui, mais Luna. elle va peut-être Viens, un peu Luna. les titiller par contre, ouais. Vous l'utilisez en chien de troupeau Ouais, ou ouais. pas? Elle a commencé sur des moutons. Hein, quand on était sur cette friche industrielle, c'était 8 hectares, mais en linéaire quasiment, donc fort boisé. Donc le chien, c'était indispensable. On a commencé comme ça, elle travaille aussi sur les aubracs. Et puis ici, elle a toujours cette affinité pour ce qui est petit. Hein, donc elle préférera toujours un veau à une vache, mais elle adore venir chercher les vaches tous les matins. Et elle attend qu'une chose, c'est que je la regarde pour lui dire vas-y, pousse-les et go quoi. Et là, c'est pour ça qu'elle est là. Ah ouais, c'est excellent. Et alors donc du coup, bon, les Holstein, on les voit, hein, c'est les blanches et noires là qu'on voit plus au fond. Il y en a une aussi là. Et alors au milieu, c'est des croisements avec quoi? Alors, on va dire la base dominante pour le croisement, c'est du Holstein. On a surtout en croisement du Jersier. Jersier, un peu de Normand, un petit peu de Montbéliard. Mais alors, Rouge scandinave. un peu de rouge scandinave, mais c'est parce qu'en fait on a acheté des bêtes dans des élevages qui correspondaient à notre façon de travailler, donc des bêtes adaptées au pâturage. Pour l'instant, on était attiré par le côté Jersier sur la Holstein parce que là on voit l'intérêt, ça se rapproche du croisement kiwi. On garde un petit peu le côté productif de la Holstein, on vient en plus rajouter la rusticité et la capacité à valoriser l'herbe de la Jersiaise et sa capacité à faire des taux. Et en fait, on se rend compte que plus on rencontre d'éleveurs qui font du croisement dans des systèmes similaires aux nôtres, ils ne sont pas arrêtés à simplement un schéma avec 2 ou 3 races. C'est un peu une ouverture où derrière ils amènent de la diversité. Ils se rendent compte que plus ils amènent de diversité, plus ils trouvent un intérêt. Donc en fait, pourquoi pas du Normand parce que ça répond bien dans le système, pourquoi pas du Montbéliard. On a un taureau là qu'on a récupéré qui vient d'un élevage herbagé vraiment dans la même philosophie. Et quand on le regarde, on voit qu'il a un peu de Jersier dans la forme de la tête, il a un peu les couleurs du Normand. Un peu de Holstein, mais en fait il nous va bien quoi. Un peu bigarré, c'est le petit taureau qu'on voit là devant. Là. Voilà, justement, Tactique. j'allais dire, donc du coup là, tu ne nous avais pas prévenu, il y a un taureau là, Ouais, qui s'approche taureau. dangereusement de Nawel, c'est celui-là. Hein. Celui qui renifle derrière en tapant du pied. Tape un peu du pied, mais c'est pas grave, hein, Nawel. Et la preuve, il se couche pour dire à quel point il est stressé par notre présence. Quoi. Et donc là, effectivement, par rapport à ce que tu nous racontais tout à l'heure, les herbes sont hautes quoi. Hein. Ouais. Hein, on n'est pas sur un golf ici. Hein. Exactement, on est sorti de ça parce que j'étais un peu formaté là-dessus, le côté pâture propre. Mais qui dit pâture propre veut dire que dès qu'il y a un coup de vent, c'est desséché, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de vie dans le sol. Là, le but du jeu, c'est de sortir de la parcelle quand les zones les plus basses ne sont pas rasées complètement. Donc là, elles sont arrivées là ce matin, elles sortiront demain matin. Et demain matin, ce sera une parcelle qui aurait été étêtée, alors je ne vais pas dire de manière complètement régulière, parce qu'en ce moment, on est à une époque de l'année où il y a les piaisons. Donc il va y avoir un peu de ce qu'on appelle du refus, mais pour moi, le refus, c'est la part du sol. Quoi. Moi, il y a un cheptel dont je n'ai pas parlé qui me tient énormément à cœur, c'est mon cheptel de vers de terre et toutes les petites bêtes qui vont ailleurs. Pour moi, un sol vivant, c'est archi parlant et le côté sol à nu, sol foutu, je l'applique complètement. Donc un gazon rasé, le sol est quand même à nu, on voit le sol. Quoi. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il en reste. Il faut que tout soit piétiné dans tous les cas, donc il faut quand même une densité. Il faut que tout soit plaqué au sol pour que ça fasse un léger mulch de surface. En fait, ça se décompose au sol, ça nourrit la faune qui reste dans le sol et c'est peut-être le troupeau qui me tient le plus à cœur, mais ouais, si, il est aussi important que les vaches. Et pourquoi elles ont un anneau dans le Alors nez, celles qui ont un anneau, c'est des génisses qui ont été, donc ça c'est leur première lactation, c'est des jeunes bêtes, elles ont 2 ans. Elles ont été élevées sous nourrice, donc elles ont été sevrées pendant plusieurs mois. En plus on les sèvre assez tard, hein. Nous les veaux qui partent sous nourrice, ils naissent au mois de mars. Et en fait on les laisse sous nourrice jusqu'au mois de décembre. Et au sevrage, donc elles ne boivent plus de lait. Et en fait quand on l'a remis dans le troupeau, elles tétaient. Donc du coup quand c'est comme ça, c'est anneau. Ah, l'anneau sert à... En fait, sur il y a des l'anneau, pics, on voit tu qu'il y a le des petits pics. Donc ça sert à ce que si elle vient téter une autre vache, l'autre lui dit non, me touche pas, tu me fais mal. Quoi. D'accord. C'est pas pour la manutention, on les attache pas Ouais, par ouais, l'anneau ouais, ou quoi que non. ce soit. Au bout d'un moment, on retire l'anneau parce que la vache comprend. sait que téter, en fait, elle sera pas acceptée des autres. Quoi. Ok. Ok, Là, c'est très d'accord. drôle, Nawel, tu t'en rends pas compte, mais tu as un amphithéâtre pour toi. Complètement entourée de vaches. Ah oui, ouais. elles attendent le spectacle, Elles vont clairement. s'approcher de plus en plus. Non, mais elles se ramènent toutes. Hein. Ah ouais, D'ailleurs, Et encore, la petite mascotte, la Shiva, elle est pas là parce qu'elle a pas encore vélé, donc elle est dans l'autre troupeau, mais elle Allez, serait vraiment venue moment de nous foule. relécher. Je suis très sereine, il n'y a pas de souci, je me sens bien. Et donc là, on peut voir, je sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais en tout cas, moi, c'est un truc qui me parle, quoi, en fait, hein, et dont je suis assez fier, c'est que l'Holstein, c'est vraiment vu comme l'animal productif, creusé, des fois un peu super maigre, surtout dans les systèmes herbagés, sans trop de complémentation. Et nous, on a des Holstein qui sont bien en état, bien rondes, qui sont aussi très bien adaptés au système. Quoi. Là, encore une fois, il n'y a pas de recette. Quoi. C'est pas parce que Holstein égale maïs, égale ceci. Une Holstein en système herbagé, si on la laisse s'adapter au système, ça peut très bien fonctionner aussi. Quoi. Mais
moi les amis, ce que j'ai envie de faire là tout de suite, parce qu'on parle, mais moi perso j'ai un petit creux. Voilà, je dis ça comme ça. Peut-être qu'on pourrait imaginer de faire le parcours de la vache à la glace. On fait ça? Ah ouais, Ah, on y volontiers. va. Donc comment ça se passe? J'imagine que déjà, bon bah tu ramènes tout le monde là-bas. Voilà, première étape, c'est tous les matins, on vient chercher les vaches et on y va et on remonte en Et salle on de remonte traite. là-bas. Allez Nawel, t'as le droit de revenir avec nous. Vraiment? Même si Dis-leur tu au t'es revoir. fait des copines. Hein. Au revoir les filles. Désolée, je dois vous laisser. Donc là, on ouvre le parc. On appelle Luna, on lui dit de partir à gauche ou à droite, elle va chercher tout le monde et on remonte en salle de traite. Allez. Mais par contre, vous le faites que le matin, vous le faites pas Ouais. le soir. Voilà, Non. là elles Ouais. savent que c'est pas l'heure quoi. Est-ce que vous leur donnez à manger quand vous les... En salle de traite, Trier. non, on leur donne Non. plus à manger. Ah ouais, Avant, mais elles elles viennent avaient- quand même. Justement, elles étaient habituées à avoir des alimentateurs avec des céréales, mais là, elles en ont plus. Alors, je dis pas, pendant quelques semaines, on a senti quand même que c'était un peu dérangeant, mais elles s'y sont quand même vite habituées. Hein. Ce qui les motive aussi, je vais dire dans leur parcours quotidien, c'est que les vaches remontent à la traite, elles vont au bâtiment où elles peuvent manger un peu de foin. Juste après la traite, quand on a fini le nettoyage, et ben en fait on change de parcelle, donc elles repartent pour une parcelle neuve, nouvelle assiette. Bah, ce changement quotidien, ils savent comment ça se passe quoi. C'est comme ça tous les jours chez vous? Tous les jours pour la traite, parce que le matin j'ai un peu de mal, donc s'il n'y a pas un orchestre, c'est plus dur pour moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, dans quoi, 1 heure, je joue mon spectacle, juste là. Tu peux montrer? Tout ça pour vous dire qu'on va enregistrer le spectacle ce soir. Et que là, tout de suite, si tu veux voir ce spectacle, tu peux l'acheter, le lien s'affiche juste ici. Donc là, les vaches, elles arrivent ici. Et Voilà. là, il y a l'énorme machine de torture, énorme stabulation pour à peu près 1000 vaches à l'heure ici, c'est À ça? peu près 1000 vaches à l'heure et surtout 500 vaches à la fois. Non, en fait, en réalité, l'installation, elle est restée ce qu'elle était quand on a repris. Donc, c'est une salle de traite qu'on voit plus énormément par ici. Hein. On passe 3 vaches par côté à la fois, donc c'est une 2x3. Mais par rapport à notre taille de troupeau, voilà, ça reste adapté. Et globalement, la traite, on va dire tout compris, c'est 2 heures de temps pour le matin. On a fait quelques modifications pour l'instant, mais c'est plus des modifications un peu confort et cadre de vie. C'est On avait envie c'était d'être une dans boîte les un peu pâtures. fermée et on avait l'impression de descendre à la cave quand on allait traire. Et donc on a ouvert sur l'arrière et donc maintenant on a un peu une vue un peu plus sympa quand on traite et on est au grand Une air. vue, et du coup, quand on avance ici, t'es même dans le troupeau quoi, le matin à la traite. C'est vrai que c'est hyper agréable. Ah oui, quand Ouais. parce que la qu'elles, elles sont traite, c'est là, là, ouais. Toi tu te mets là, hop, je passe avec sont ma là caméra. partout, Exactement. et toi, t'es là, Voilà. tu vois, t'es avec Et les vaches. elles arrivent à faire. Elle monte sur les côtés. Ouais, puis Ouais, en il n'y a pas attendant, elles un sont là, entrée, quoi. une sortie. Si, Oh, tu si. fais le chemin, regarde. Voilà. Je vais pas faire la vache qui va à la traite, je vais juste faire le chemin de la Ok. vache qui passe ici, Alors la vache qui se vient. range. Elle- Elles elle- sont 3. Elles se rangent en épis en fait, on appelle ça une salle de traite en épis. Donc elles se mettent. En fait, on voit ici les alimentateurs qui leur servaient à recevoir la céréale avant. Donc ça, elles n'en ont plus dedans, mais elles continuent à garder la même position. Eh oui. On les branche. Une fois la traite terminée, débranchée, on libère les barrières. Madame la Bon, là, vache, la porte je est vous en fermée prie. normalement en Bah, face. tu hein. peux fermer au passage, comme ça montre Voilà. bien que. Oui. Et là, hop, 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 elle sort. Ah, et elles s'en vont par Et là-bas. elles s'en s'en vont vont par par ici. là-bas. D'accord. Alors. Et là, il y a toute une foule de gens pour accueillir les vaches à chaque fois qu'ils ont fini de se faire À traire. chaque fois, ouais. Ok, elles Voilà. reviennent là. Elles reviennent là. La barrière là est fermée, donc elles ont le passage ici. Elles remontent au bâtiment qui est là. Et elles ont le droit de bouffer, Et quoi. elles ont du foin, elles ont, mais la plupart du temps, comme elles ont suffisamment d'herbe en pâture, bah, elles se couchent, elles attendent tranquillement qu'on leur donne leur nouvelle parcelle. Quoi. Ok. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, vous là-dedans, le travail n'est pas terminé parce que la glace, c'est de là-bas qu'elle va partir. Exactement. Ouais. Alors, on retourne là-bas. On retourne. On y retourne. Alors bon, il y a l'orchestre qui a demandé Sylvain pour la traite. Depuis ce matin, ils jouent, ils sont toujours pas arrêtés, donc j'espère que vous nous entendez quand même. Donc là, on est passé juste de l'autre côté de la salle de traite où il y a le tank. Une petite info, hein, là sur le tank, on voit la température 25 degrés, faut pas vous affoler, c'est parce que là le tank est vide. Le laitier On est est pas collecté vide. tous les 3 jours, donc Ah ouais, c'est collecté tous les 3 jours. collecté tous les 3 jours, et donc nous comme on est en monotraite, il n'y aura pas de lait avant demain matin, donc le tank est coupé, là, c'est la température ambiante, on est à 25 degrés. Quoi. On en a mis de côté pour faire de la glace ensemble. Ah, nickel. Donc une fois que c'est là, comment tu récupères toi? Par le robinet Une ici. gouttière, voilà. Directement. Mais dans l'idéal, c'est vrai qu'un tuyau qui m'amène directement dans mon labo le lait, En fait, c'est on est en train de l'idéal. faire des C'est- travaux dans la partie en projet. face qui sera notre labo. Quoi. Donc en fait, le tank sera en hauteur avec les machines derrière. Donc on va où alors? Dans le labo. Allez, ouais. let's go. Hein. Donc du coup, là, il y avait le tanker juste derrière. On arrive à la salle de transfo qui est juste là. Ouais. Donc on va faire de la glace ici. Sylvain, t'avais une question? Ouais, du coup, Nico, comme on parle de glace, là, apparemment, tu vas dans le labo avec Pauline, c'est son territoire. Moi, j'ai quartier libre, c'est ça? Parce que tu fais jamais la glace toi? Non. Ah ouais? Ouais. Mais elle a parlé avec toi dans les tables. Hein. Bah ouais, non, mais je suppose que non. Il suit très Je fais bien. plus.
l'histoire de la glace, il goûte toutes les glaces, il suit très bien. Monsieur a le beau métier. Monsieur goûte toutes les glaces. Et il vient goûter les glaces. Mais non, mais quand on était avant, connaît au très niveau, bien je fais les- le conditionnement, tout ça, mais maintenant on a réussi à organiser les choses il connaît toutes les différemment. problématiques. Là, on a changé quelques machines, tout ça. C'est vraiment plus lui le bureau d'études là-dessus et tout ça. Comme en élevage, il y a des ponts en fait des deux côtés qui se font et où on a aussi des petites parties où on aime Pauline bien vient intervenir. traire et compagnie, mais on a un peu chacun, on va dire, nos terrains de jeu. Les gros dossiers, en fait, le gros dossier élevage, c'est Sylvain qui reste. Service voilà, transfo, faut voir avec Pauline. Ouais, mais et n'empêche que à chaque décision aussi qu'on prend, on les prend à deux aussi quoi. Mais c'est vrai que faire les glaces, il l'a fait au début, mais maintenant non, c'est vraiment Elle plus fait ça quoi. mieux que moi. Elle fait ça mieux que moi, la bonne excuse pour aller boire des bières, Sylvain. On a compris Ah non, ton pas petit du jeu. tout. On a compris ton petit jeu. On a vu clair. Hein. Bon bah ok, bah alors moi j'y vais avec toi. Allez, c'est parti. T'as bien, je t'équipe. Ah, Ouais, bah, j'adore le je t'équipe. je t'équipe. Souvent, ça veut dire prépare-toi à être relooké, mon coco. Attends, bah alors du coup, je m'équipe, vas-y. Vas-y, allez, équipement. Hop. Oh, bah ça me va bien, tiens. Hein ça me scie à ravir. Et attends, ça Et c'est voilà le best quoi. coup du spectacle. Voilà. Voilà, Là, je suis bien équipé pour aller faire des glaces. c'est ça. On peut y aller. Non, il manque les chaussures. Ah, Mais je allons vais te les jusqu'au donner. bout. Et attends, mais faut que Mais tu équipes attends, Nawel mais- aussi. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai le droit d'avoir une tenue élégante possible. Voilà, regarde. Waouh. Est-ce qu'on dirait pas que la transformation du lactose, c'est ma seconde nature? Tu es dans ton élément ici, Nawel. Personne ne saura que je suis intolérante au lait. On fait des blagues, on fait des blagues. En même temps, la Pauline, elle s'active dans tous les Mais sens. ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Mais je prépare mes ingrédients Ok. pour pouvoir faire la bonne glace à la gastache. Alors là, du coup, tu annonces directement. Ah là là. C'est glace à la gastache. Voilà, Ouais, ça j'ai c'est le spoilé. projet qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ok, c'est le projet. Ça te dit? Bah, alors, oui. Est-ce que j'ai le choix? Oui. Ah! On peut partir sur une autre infusion si jamais. Non, mais alors tu moi je veux. trouve ça très drôle parce que la gastache, j'en avais parlé sur les réseaux. T'as été Ah, parce chez qu'on m'a offert Cocopelli. des graines. T'as été chez Cocopelli et ils ont Ouais. ensaché de la gastache. Exact! Dans la vidéo, tu dis, mais moi je vois pas du tout le goût que ça a, la gastache. Je connais pas du tout. T'en as déjà mangé toi de la gastache? Et donc moi j'ai commenté en disant, mais Nico, attends, dans quelques jours ou quelques semaines, tu viens faire de la glace à la gastache. Ah, ok, nickel. Est-ce que ton agastache, elle est achetée? C'est souvent cueilli par moi-même, les plantes sauvages, ou par des copines cueilleuses avec qui voilà, on travaille sur les plantes sauvages. En tout cas, dans notre région, c'est plutôt compliqué de la trouver en sauvage. C'est une maraîchère qui faisait aussi des plantes aromatiques et médicinales, qui m'a vendu de la gastache séchée. Voyons comment ça hume cette histoire. Ok, tu vois, c'est marrant parce que quand je vois ça, je pensais à un truc plus chlorophyllé, enfin je pensais que Ah ça oui, sentirait oui. plus la menthe. Et je trouve que c'est assez subtil comme parfum. Ouais. Alors après, en plus, on est sur une plante séchée, donc elle va sentir un peu moins fort. Ouais. Mais tu vas voir qu'en infusion, elle va bien développer. Ah, elle va développer à ce moment-là. Ouais. Ok. Ouais, des fois, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de fleurs ou de plantes pour vraiment venir développer les arômes. Et le lait, c'est un super support parce que, bah, en fait, c'est des matières grasses et les matières grasses, elles vont vraiment venir fixer comme ça les molécules aromatiques. Exact. Les gens qui font pousser de la weed sont au courant. Ah ouais? Bah, comment tu fais du beurre de Marrakech? Ah d'accord, je connaissais pas, je connaissais le space cake, mais pas le beurre. Bah justement, Ah le d'accord. space case, comment tu en fais? Avec du beurre de cannabis? Ok. Jamais goûté. Bah tu devrais, hein, c'est sympa. Je vais te dire, ça dépote un peu plus que les fleurs de bac. Hein. Allez là, je veux du beurre de Marrakech là. Bon ça, L'année prochaine, il y a une glace beurre de Marrakech qui va sortir à la Et donc là, c'est parti, je voulais mettre mon lait en chauffe en fait. C'était pas toi qui devais le faire, Nico? J'ai l'impression, je voulais pas te le dire, Mais que non, t'es un mais- petit peu en train Mais non, de viens. m'enlever mon taf. C'est moi qui prends la caméra? Bah si tu veux, Ok. tu veux? Ouais. Alors du coup, si je peux me permettre, avant toute chose, je me lave les mains. Oui, tout à fait. Voilà, les gestes barrières avant tout. Alors ce qui est marrant, c'est que également ici, tu peux prendre une douche, si tu veux. Hein. Tout à fait. En couple l'eau, car l'eau est une ressource qu'il ne faut pas négliger. Hein, c'est important. Donc là, évidemment, comme chaque matin, je suis allé chercher mon lait dans le tank juste après la traite et je m'apprête évidemment à faire chauffer mon lait pour l'infuser. Hein, c'est ça? Tout à fait. Je dis pas trop de bêtises? Non, c'est exactement ça. C'est ça l'idée. Allez hop, Même bien raclé. j'essaie, mais après je t'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Là, c'est raclé. Donc toi, tu le mets de côté. En dessous, Là, c'est bon. je referme, Tu j'imagine. refermes. Oui. Donc là, on est là, bon. tu vas appuyer, tu vois, il y a un petit bouton à gauche, Celui-ci? celui-ci. Voilà, rappuie dessus pour voir sa consigne, mais normalement c'est bon. Ouais, voilà, il a une consigne à 86, mais on l'arrêtera à
environ 80 degrés. On le chauffe à 80 degrés parce que là, on est sur une glace aux plantes. En général, mes plantes, elles sont infusées à chaud. Mais ça dépend des plantes. Il y a des plantes qui peuvent être infusées à froid, plus ou moins longtemps. Ça dépend encore une fois des propriétés technico-chimiques, on va dire, des plantes qui vont être soit ils vont libérer les arômes avec des huiles essentielles. Enfin, bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais là, c'est une infusion à chaud, la gastache. L'idée, c'est de chauffer à 80 degrés et après, donc quand ce sera chaud, on sortira le lait. Donc là, j'ai déjà pesé la gastache tout à l'heure. On le fera infuser pendant 10-15 minutes dans du lait. Donc là, on va pouvoir préparer une casserole pour préparer l'infusion. Donc la gastache, c'est ceci. La gastache, c'est ça. Moi, notre petite fleur qu'on a sortie tout à l'heure. Donc on travaille à partir d'un lait infusé qu'on transforme en fait en crème anglaise, quoi. Enfin, le principe de base, c'est ça. En général, on goûte quand même au fur et à mesure parce que tu peux avoir des fois des plantes qui vont plus donner ou voilà. Donc l'idée, enfin une glace trop forte. Excuse-moi. Ouais, non, tu feras en train de après. baisser ma place là. Tu feras après. Donc je prends mon agastache, je le mets là-dedans. Tout à fait. Hop. Tu Ensuite. peux préparer ta casserole pour quand tu sortiras ton lait. Parce qu'en fait, tout simplement, ça va aller là-dedans. Tout à fait. Donc je peux mettre le tuyau directement ici? Oui. Allez, vendu. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? On attend Ça, que c'est le prêt lait chauffe à 80 degrés. Bah, du coup, qu'est-ce que tu fais toi d'habitude quand tu es toute seule là dans ton atelier et que ça chauffe? Bon, en général, j'en profite pour peser mes ingrédients et des glaces comme ça en petite quantité, j'en fais plusieurs à la suite. Est-ce que là, on va utiliser toutes les machines qui sont là? Ça, c'est le même principe que cette petite-là, c'est des pasteurisateurs aussi, mais 55 et 60 litres, donc là, c'est plus gros volume quand même. La première phase, c'est on fait un mélange, donc le principe d'une crème anglaise, dans le pasteurisateur, qu'on chauffe à 85 degrés et qu'on refroidit au plus vite à 4 degrés. Et dans l'idée, c'est de le faire maturer 24 heures à 4 degrés pour que ça prenne le temps de bien fixer les arômes, de s'homogénéiser, etc. Et le lendemain, on le passe en turbine à glace. Donc les turbines à glace, elles sont ici. Les turbines à glace, elles permettent de descendre de 4 degrés à moins 8 degrés, on va dire. Et quand je te disais qu'on avait changé des machines, celle-là, c'était celle que j'avais avant. Donc tu vois, elle a un cylindre qui permet de mettre 3,5 litres de mélange. Et là, maintenant, sans transition, voilà le cylindre qui a une capacité de 15 litres. Quoi. Oui, mais c'est écrit, hein, c'est un cylindre titan. Voilà. Donc là, c'est titanesque ce que tu fais là. Tu me dis si je me trompe, Pauline, hein, mais il me semble que depuis que tu as cette machine, Ben & Jerry's perd des parts de marché quotidiennement. Certain. Faites attention, elle arrive. Enfin, moi, faites gaffe, quoi. Oui, bah c'est la machine un peu magique où ça sort en fait en texture glace à l'italienne, quoi. Et c'est toujours là où elle est la meilleure en sortie de turbine. Et c'est pas là où tu vas voir si ta glace elle est mal équilibrée. Mal équilibrée, ça veut dire elle peut cristalliser dans le temps, elle peut avoir une mauvaise homogénéité en fonte, elle peut fondre d'abord sur les bords avant le milieu, elle peut... Quand on mange de la glace, on se pose pas toutes ces questions. Hein. Tu vois, une glace, si tu veux bien la manger, tu dois écraser la glace entre la langue et le palais, à une certaine température. Si tu commences à croquer ou à avoir une sensation de froid trop importante, bah, c'est déjà moins intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, tu vas pas avoir les mêmes saveurs, la même dégustation optimale, quoi. Ouais. Et alors, moi, il y a un truc que j'ai pas totalement capté, c'est cette histoire de faut passer de 80 degrés à 4 degrés d'un seul coup. 4 degrés, ça c'est dans le process où en fait faut descendre au plus vite. Là c'est une machine qui va chauffer, comme on a fait un petit mélange, ça va chauffer, mais elle ne refroidit pas. Donc l'astuce des glaciers, c'est de la mettre directement en turbine. Donc là en fait du coup on fait pas du tout comme je fais d'habitude à ce niveau-là. Je la redescends quand même en turbine quand c'est un petit mélange, mais sinon elle redescend directement dans ces machines-là et je m'en occupe pas. Et normalement je fais maturer 24 heures et le lendemain je turbine. À ce moment-là, à quel moment tu mets tes ingrédients? Là, ça sort à 80 degrés d'ici. Ça tombe là-dedans. Tu fais l'infusion. Non. Comment tu arrives à 4 degrés? Là, c'est parce qu'on est en infusion, mais quand on travaille la glace directement, on met d'abord le lait, la crème, le miel. Vers 35 degrés, tu mets les œufs. Ah, les jaunes c'est-à-dire petit à petit, là, tu mets là. 45 degrés les sucres. Les chocolats, en général, c'est 45, 60, ça dépend de leur point de fusion. Enfin voilà, selon l'ingrédient, tu vas l'intégrer à une différente température, quoi. 77 degrés. Là, on attend. Là, j'appuie sur stop. Ok, je fais par exemple comme ça? Ouais. Faut que je tire plus que ça? Ouais, je pense. Voilà. Oh putain, ça m'a fait flipper. Donc là, tout va bien, c'est normal. Ouais. Waouh, c'est très chaud. Est-ce que je touille ici ou est-ce que je vais là-haut plutôt? Ouais, va là-haut. Ouh! Ça mousse, hein? Il y a beaucoup de mousse, hein? Le problème, c'est que la mousse, c'est pas comme du liquide, ça prend du temps hein, avant de tout s'évacuer là. C'est bon, tu peux arrêter là. Ah non. Moi, ma patronne, elle m'a dit qu'elle est à cheval sur les grammages. Je vais te prendre en stage. J'irai jusqu'à la fin. Hein. Parce que dans tous les cas, on va en remettre dedans, donc t'inquiète. Ah, là? Après. Ok. Donc là. Tu peux fermer le bouchon. Juste pousser normalement? Ouais, voilà. Et puis, tu peux mélanger la gastache. On dirait la laitière.
Non, mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup d'agastache. Je trouve que les quantités, c'est assez folle en fait. C'est bien? Ouais, C'est comme ça? Ouais, ouais. Bah, nickel. On va prendre une cuillère. Moi, je commence à avoir des références en goûtant le lait infusé, à imaginer ce que ça va donner en glace. Parce qu'en fait, en glace, tu rajoutes des ingrédients, tout ça. Des fois, c'est hyper subtil, quoi. Il faut pas dépasser la dose de trop peu ou de trop, quoi. Là, c'est Déjà, vraiment ma la glace proportion, je sais qu'elle est artisanale bien. de chez artisanal, quoi. Ouais. Il y a un palais derrière le goût, en fait. Bah, ouais. Et c'est hyper subtil pour ce genre de choses. Voilà. On goûte? Allez, le temps qu'on mette les cuillères. Tiens. Ouais, c'est bien. Regarde comme elle est contente. T'as vu comme elle est contente? T'as vu Ça va être dit bon. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Ouais, c'est très très bien. Là, c'est très très bien. Là, je l'imagine en glace. Donc là, on a une première filtration, voilà. Première Hop. filtration. Il faudrait que tu mettes tout dedans. Quand tu dis Toutes que les tout. plantes. Parce qu'on va les presser, en fait. Tu vois, il y a du jus et c'est le jus le plus concentré dedans. Ah ouais, d'accord. L'idée, c'est quoi? Sinon, on prend une anse chacun, ouais, comme Ouais. ça? T'as peur que je te mette un coup de coude, là, je sens. Non, je sens que tu vas... Ah oui, attends. Merde, j'en fous de partout, putain. C'est pas grave, tu nettoieras le labo. Oui, bah oui, bien sûr. C'est faux. Ah non, attends. C'est là qu'on voit que tu es stagiaire, quoi. Ah bah, c'est normal, hein, ça Ah, s'apprend. vas-y. Hein. Hop là. Magnifique. Tu vois, le jus qui sort, en général, il est même un peu plus coloré. Deuxième filtration. Deuxième filtration. Alors, deuxième filtration. Donc Tu là, reprends ton petit chinois. Il est je où ton reprends mon petit chinois? Regarde, je l'ai Reprends ton propre, petit je l'ai lavé chinois. comme tu m'as demandé. Bravo. Séché, propre, Waouh. nickel. Là, on va filtrer et peser en même temps, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis sur une balance. On filtre peuse? Théoriquement, on est censé avoir 4 kg 573 de lait. C'est beaucoup trop précis, Pauline. 4 kg 573 de lait. Voilà. Ok. On Là, va je mets forcément ici, avoir du coup. moins. Il faut que tu le tiennes, mais il faut pas que ça touche, sinon ça fausse la pesée. Donc, on y va. Mais tu fais ça comment si t'es toute seule? Je me débrouille, j'ai des astuces. On pourrait largement travailler à deux. Hein. Même, tu vas voir, la turbine, elle va vite, tout ça. Si on veut la faire travailler en continu, maintenant, il faudrait travailler à deux. Ah ouais. C'est dans nos réflexions aussi. On est en train de voir pour prendre quelqu'un en transfo avec moi. Là, je fais comme ça, j'imagine. Je touille un Voilà. peu pour être sûr que ça passe tout. Tu me l'as pas dit, mais j'ai déjà les quelques petits gestes techniques là, comme ça. Ouais, franchement, je suis épatée. Moi-même, je suis ébahi. Ouais. Et alors, tu m'avais dit combien? 4, 5, 7, 3. On n'y est pas du tout. Pas du tout, tu vois tout le lait qu'on a perdu dans la gastache? Ah, c'était. Parce qu'au début, il y avait 4, 5, 7, 3. Donc, on a perdu 800 grammes. C'est ça dépend des plantes, ça. Mais du coup, on remet pour arriver à 4 kg 573 parce que moi, mes ingrédients, ils sont en fonction de 4 kg 573. En fait, toute cette perte de lait là, Ouais. c'est le lait qui, Là, comme les plantes étaient sèches, elles se sont réhumidifiées, elles ont récupéré 800 grammes de lait avec elles. Tout à fait. Ah ouais, donc il y a une grosse perte quand même. Ok. Et du coup, faire la pointe avec du lait jusque donc 4 kg 573. Le juste prix, 4 kilos. Waouh! Ah bah, pile 100 grammes de plus et on est bon. Oh là, oh là. Tu es presque. Oh, oh, C'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu un soupçon la main lourde. Tu m'excuseras en à un vrai, milligramme près. Non, mais on peut se dire qu'il restera là-dedans. Enfin, tu t'inquiètes pas, c'est très bien. C'est vrai, C'est c'est parfait. bien. 1 gramme, c'est génial. Donc, Ah, c'est 1 gramme. tu peux le remettre dans le pasteurisateur. Je remonte là-haut et je rouvre la quille et c'est bon. Tout à fait. Là, pour le coup, je vois ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu disais qu'on dirait la laitière. Voilà, non. Et elle verse son lait, comme ça. Elle verse son petit yaourt. Donc là, c'est de la crème fraîche, là. Oui. Toute bête. Et là, pareil, je marise. Hein. Tu marises. Je marise, je marise. Est-ce que c'est assez propre ou... C'est parfait. Je crois que j'aurais même pas fait aussi bien. Arrête, dis pas ça, ça me gêne. Le miel, s'il vous plaît. Le monsieur. miel, absolument, ma Allons-y. chère. C'est marrant. Je t'ai pas prévenu, désolée. Fais attention, c'est avec la mousse. Je comprends mieux maintenant tout à l'heure pourquoi elle me dit non mais je t'en veux pas, qu'il y a un gramme de trop. Dans sa tête, elle est là, si tu savais à quel point tu vas le perdre ce gramme en faisant cette recette. Ok, oui, effectivement, ça éclaboussait un petit peu. Oui. Allez, hop, tac. Ah, on lui rajoute du sucre là maintenant. Ouais, mais on va le mettre en chauffe, comme ça il tournera en même temps. Hop. Voilà, Ah, il tourne que sur place. voilà. Donc là, si vous demandez ce que c'est, alors je Ouais, rajoute c'est de la tout coque. simplement un maximum de méthamphétamine. Du sucre brun de canne et du sirop de riz. Il y a du glucose aussi. Ah ouais. Ouais, mais le glucose, là, je suis en train de le remplacer aussi par un sirop de riz. En fait, il y a différents sirops de riz parce que voilà, le glucose, c'est à base de blé ou de maïs. J'aime encore mieux travailler avec le sirop de riz. Ok, et là on attend que ça remonte à 80. Ouais, même 85. Ah là, faut que ça aille plus haut. Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui. Eh bien, ça tombe bien car nous sommes à 85 degrés. Donc j'appuie sur Qu'est-ce qu'on stop. doit faire? Hop, là, j'ouvre. Oh, ça sort et je marise. Voilà, tout à fait. Et alors là, là, oui, là oui.
Là, ça sent encore meilleur que tout à l'heure. Tu trouvais que ça sentait bon tout à l'heure, Nawel. Là, je peux t'assurer que c'est autre chose. Alors là, on peut goûter, mais c'est chaud, donc on ne se rend pas encore bien compte. Ça donne quand même une idée qui est vraiment pas mal. Mais le froid va faire encore plus sortir les saveurs, quoi. Ça pourrait déjà faire une crème anglaise à la gastache. Alors je dis crème anglaise depuis tout à l'heure, là on n'a pas mis de jaune d'œuf. En général j'en mets, mais là voilà, il n'y avait pas forcément besoin. Ah, dans tes glaces, tu mets un jaune d'œuf? Ouais, bah même plusieurs. Hein, ouais, ça sert à quoi? C'est un émulsifiant en fait naturel. Allez. Oh. Oh, pardon. Oh. Putain, ça vient d'un coup dans la Et son tête là. visage s'est transformé. Ah, mais alors j'ai compris pourquoi la ferme nuage. Parce que là, c'est vraiment un petit nuage de bonheur que je viens de manger. Ah ouais. Là, Nawel, c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas manger du lait. Bon, puisqu'elle n'est pas là, je continue la recette, puisque je la connais par cœur. Il suffit de prendre ça, de le foutre là-dedans. Ça tourne. La glace, elle sort là. On récupère dans le bac. On reprend une cuillère, on goûte et on fait « Oh, c'est encore meilleur maintenant que c'est froid !» Donc là, Oui? Nico, Bah, j'ai fini la recette. Hein. de quoi t'as fini? Bah là, la glace est en train de sortir là dans le bac. Là. Ah d'accord, bah nickel. Bah, on peut y aller, on peut aller boire une bière du coup. Non mais en gros, ça, je le mets là. Est-ce que j'ai un truc à faire appuyer là? Oui, tu vas appuyer sur la petite glace. Petite glace. Pas tout de suite, Non, hein. wow. Après. Pourquoi Quand après? t'auras mis le mélange. Ah, d'abord, je mets le mélange là. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin d'ouvrir ou quoi, c'est ouvert. Et du coup, la difficulté, ça va être de ne pas en foutre à côté. Oh Tout à putain, fait. j'ai peur, j'ai pas confiance. Nawel, j'ai pas confiance en moi. Allez, Nico, Ça va? c'est bon. Si t'as besoin d'aide, tu me dis. Hein. J'ai pas besoin d'aide, ok. Je suis un adulte. C'est grand. Je suis grand, mec. Waouh. Je peux me faire ma glace tout seul, ok. Trop bien. Hop là. Et Ah, je me Maryse. suis brûlé. Tu Ma vas. Maryse, elle est pas loin. Je te tiens le plat Alors, si tu par veux. contre, ouais, pour le coup, Oh, mais tu le brûles pas? Ah non, ça va, j'ai l'habitude. Moi, ça m'a brûlé l'avant-bras. Par contre, ouais, tu vas voir, c'est pas très pratique. Alors, tac, 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 Fais tac, au plus gros. tac, 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 tac. Les bords. Tu rigoles parce qu'il est pire que toi ou quoi? Alors, il faut Parce pencher. qu'on me il faut charrie pencher, il souvent faut sur pencher. ce côté-là, mais en fait, il y a pire. il y a pire. Il y a toujours pire que soi. Oh. Ça, il faut pas l'oublier. Bon, Nico, appuie sur la glace, s'il te Allez, plaît. On va garder. Wow! Wow! Ah oui. En fait, c'est fait exprès qu'à chaque fois que c'est avec la mousse, tu dis pas. Mais non, mais désolé. En fait, j'ai pas l'habitude de la mettre déjà chaude comme ça, enfin de travailler comme ça, parce qu'il y a toujours une maturation. Mais j'ai oublié de te préciser, effectivement, quand on la met chaude, ça fait ça. A few moments later. Donc, je commence par appuyer là. Ouais, J'y vais, hein. Pauline, j'y vais, hein. vas-y, Ça va pas exploser. j'ai confiance. Voilà, Hop, tu là. peux l'ouvrir. Ouais, Voilà. C'est normal? Je Attends. sors. Et là, ça Attention, sort en glace. on montre à la caméra. Là, boum. Waouh. Là, c'est bien? C'est bien, ouais. Wow. J'ai trop peur d'en foutre de partout, là. Hop. Oh putain, changement de bac. Vas-y, Waouh! C'est pas mal, non? c'est très bien. Comment on est là? C'est pas mal. On va l'arrêter. Ouais. On Impec. ferme. Ok. Et on peut ouvrir pour récupérer ce qu'on a sur les ailettes là. Mais elle a déjà bien tout sorti. rien. On vient de sortir nos petits trucs là. Bravo. Bah déjà, non, c'est rien. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Je mets au surgélateur Alors c'est quoi? une cellule de refroidissement qui va choquer la glace pour qu'elle refroidisse au plus vite et qu'elle soit à moins 18 degrés au plus vite. Donc là, elle est à moins 9, Elle et est à tu vas moins la 9. mettre à moins 18, Ouais. moins 20. Bon, moi, j'ai fait ma petite glace à la gastache, mais j'ai toujours pas goûté. Voyons. C'est bon, hein. Trop bon. Vous vous rappelez de comment j'étais content tout à l'heure quand je l'ai goûté chaud? Je suis encore plus content quand je la goûte froide. Ça me met du bonheur dans ma petite bouche. Donc là, vous vous en doutez, on vient de terminer de faire les glaces. Qui c'est qui arrive? Hein, ce bon vieux Sylvain. Et en plus, il se plaint, il se dit « ça fait longtemps que vous y êtes, hein ?» Non, non, je me plains pas, c'est très bien comme ça. Et alors, ce à quoi Pauline a répondu? T'as goûté la glace? Bah non, pas encore. Attends, bah goûte-la. Oui, parce qu'elle va vite fondre hein, ta glace après. Ah bah tiens, Oh. tu te tombes bien. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Quelle est cette Petit transformation? glacier maintenant. Tu te moques là actuellement, Axel? Non, je me moque pas du tout. Je Eh me bien. trouve très beau. C'est vrai? Regarde, toi. regarde, t'as le droit de taper dans la cuillère. laitier Axel maintenant. C'est Tiens, quoi, regarde. c'est toi qui l'as fait, Nico? Ouais, c'est moi qui l'ai faite. Incroyable. Je te laisse le pot. C'est délicieux. C'est toi qui as fait ça. Tout seul. Ça paraît C'est pas vrai crédible, c'est bizarre. Hyper parfumé, c'est trop trop bon. Bravo, Nico. Alors? Ça donne envie de choper une cuillère pour la goûter. quand même. Hein Sylvain, goûte-là, Sylvain. Qu'est-ce qu'il en dit? Parce que lui, il en a goûté d'autres dans sa vie. Ouais. Pas mal.
Pas mal qui me dit. Excellent. Ah Excellent. Je m'incline. Les amis, merci infiniment pour cette visite. C'était vraiment passionnant de faire tout ça avec vous, de voir tout ça, d'échanger, d'entendre votre parcours. Et là, on arrive à la fin de cette vidéo et il y a 2 questions que j'aime toujours poser, toujours les mêmes. Vu que vous m'avez confié que vous regardez mes vidéos depuis quasiment 10 ans, normalement, vous devez connaître par cœur ces questions. Alors, c'est quoi la première question que je pose? Un sujet qu'on n'a pas abordé. Ouais. Et qu'on aimerait aborder. On aimerait aborder. Je pense qu'on a fait un bon tour hein, déjà. Tu reviendras? Oui, parce que le truc, c'est que j'ai goûté que la glace à la gastache, C'est ça. au café et au sirop. Ouais. Donc j'ai quand même 12 minutes de parfum à goûter. Ouais. Ok, donc pour les sujets, non. Et du coup, la dernière question, et on conclura là-dessus. Est-ce que vous avez, l'une et l'autre, un conseil à donner aux gens qui souhaiteraient se lancer dans l'agriculture aujourd'hui? Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de vérifier déjà à l'intérieur de soi ce qu'on a envie de faire avant d'aller dans un domaine. Ouais, bah moi j'appuierai un peu là-dessus en disant que je pense qu'on est tous un peu pareil quand on veut se lancer dans l'agricole ou dans autre chose. On cherche la bonne idée, mais avant de chercher la bonne idée qui se fait déjà, en fait, c'est vrai qu'il faut démarrer quelque chose et pas hésiter à se re-questionner, à se reposer des questions régulièrement. Et donc, pour ça, je ferai un peu le parallèle avec le côté, un peu de souplesse dans le côté pression financière, quoi. Pas se mettre trop la corde au cou pour avoir la possibilité de réajuster les choses et de se dire ok, je suis parti dans une direction, c'est peut-être pas ce qui me porte complètement, j'ai envie de corriger un peu, et ben je peux le faire, quoi. C'est difficile d'avoir une vision, ok, on peut vouloir faire ce métier-là sur une carrière, sur une vie, mais c'est difficile de garder un cap très précis, quoi. Il faut pouvoir se donner de la souplesse. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, Merci à toi, merci à vous. Et on dit au revoir aux gens là-bas. Salut les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.